Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Media, HYM.media, Laurent Fent avec vous pour un espace thérapeute. Et oui, nouvelle formule si on peut dire. Donc une émission qui aura lieu à distance puisque la situation avec la Covid font que voilà, tout à chacun est amené à se réinventer, à s'adapter plus ou moins, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc quoi qu'il en soit, il y a un thérapeute qui a accepté de jouer le rôle ou le jeu de cette expérience nouvelle pour moi comme pour lui, pour le coup, avec notre invité Julien Desbordes. Julien, bonjour à toi. Bonjour Laurent, merci à toi et ouais, on doit composer avec un peu la folie du moment, quoi. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Vas-y. Julien, pour ceux et celles qui désireront en savoir plus durant cette interview, on les renvoie à ton site internet www.hme et Lyon, puisque tu nous viens de la ville de Lyon, lyon.com. Donc je répète, www.hme Lyon, lyon.com. Et cela donc tout attaché. Julien, de quoi est-ce qu'on va parler durant cette émission? Eh bien, tu es à différentes casquettes, que ce soit en tant que professeur de Tai Chi, ça c'est une chose, Tai Chi Chuan, et puis en même temps, tu as alors créé, on va dire certainement amélioré, tu vas nous en parler plus, de la Dissolve Therapy, donc une pratique, vous êtes très peu en France à la mettre en pratique directement, mais qui est une pratique de soins, on va dire, entre guillemets, énergétique. Le but du jeu, c'est encore une fois de débloquer les nœuds qui sont présents dans le corps ou les différents corps. Tu vas nous expliquer tout ça durant une partie de cette émission. En attendant, Julien, j'aimerais qu'on puisse faire connaissance, ainsi que pour ceux et celles qui suivront cette émission, voir qui se trouve derrière la casquette du thérapeute, s'il en est, parce que quand on parle du Tai Chi Chuan, de prime abord, on pourrait se dire c'est on va dire un art martial, ça c'est une chose, et en même temps, c'est pas celui qui pourrait servir, pourrait-on penser, dans les sports de combat. Même si ça peut, mais c'est surtout un moyen, comme avec le yoga, de pouvoir entretenir l'équilibre des énergies à travers nos différents corps. Donc, pratique de bien-être pour le commun des mortels, si on peut dire. Donc ça sera très intéressant d'avoir ton regard vis-à-vis de tout ça et comment est-ce que tu en es venu à aborder cette pratique, cette technique, et bien l'occasion de voir avec toi comment tu en es venu là. Alors, je ne sais pas quel âge tu as et j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu déjà ton âge si c'est pas indiscret. Alors je vais juste préciser un petit truc avant de démarrer. Je t'en prie. Dissolve Therapy, c'est pas moi qui l'ai créé. Donc moi je suis Dissolve thérapeute, j'ai été formé par Andy Mack qui a mis ça en place. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, on en reparlera tout à l'heure. Tout à fait. Alors moi j'ai 36 ans. 36 ans. Attends, je crois. Je vais avoir 36 ans là bientôt. Et ça fait maintenant combien de temps que tu es alors praticien, en tout cas enseignant Tai Chi? Alors j'ai commencé le Tai Chi, si je dis pas de bêtises, en 2008. Là, ça va être marrant parce que tu vas me poser des questions sur ma vie. Ouais. Et tout ce qui est dans le passé, c'est un peu compliqué pour moi. Il me faut du temps au niveau des dates, etc. C'est pas trop. C'est un effort pour moi de faire ça. Mais ouais, j'ai dû commencer en 2008 à pratiquer et à enseigner 6 ans plus tard, donc en 2014, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Donc assez rapide, mine de rien. Ouais, j'ai commencé à 23 ans en fait à pratiquer. Donc cela me laisse envisager que tu es quelqu'un qui, quand il découvre un truc qui le passionne, il se met à 200% dedans. Je crois, ouais. Pour savoir un petit peu quel genre d'enfant tu as été, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le climat familial dans lequel tu as grandi, que ce soit le statut social, frères, sœurs, un peu l'ambiance peut-être culturelle, socio-culturelle de tes parents? On va faire un truc un peu rapide. J'ai une grande sœur et un grand frère. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Donc j'allais le week-end soir de chez mon père. Ensuite, ma maman a eu un autre enfant, donc un demi-frère aussi, un petit demi-frère. Voilà. Donc j'ai 9 ans de différence avec mon grand frère et 13 ans avec mon petit frère. Donc Ah ouais, voilà, c'est une bonne, ouais, il y a de l'écart. bonne amplitude. Mm. Ouais.
Et voilà, une enfance normale. Enfin, Alors je précisais, parce que je suis là pour t'aider aussi à accoucher de non, toi-même bien sûr, quelque part. aide-moi. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors quand je parlais de l'ambiance un petit peu socio-culturelle, c'est-à-dire que est-ce que tes parents t'ont transmis certaines valeurs, j'allais dire entre guillemets morales, qui sont importantes, que ça soit peut-être via ta mère ou via ton père? Est-ce qu'il y avait un climat, on va dire, spirituel à travers une religion qui était pratiquée? Est-ce qu'on s'intéressait à toutes ces questions, on va dire, d'ordre entre guillemets philosophique ou spirituel? Euh, du côté de mon père, mes grands-parents étaient assez croyants. Ils allaient à l'église. Ma grand-mère jouait de l'orgue à l'église. Ah oui, Ils ont rencontré le pape et tout ça. d'accord. Cela dit, mes parents en soi, non, j'ai pas eu vraiment d'enseignement. J'ai fait quand même le catéchisme. Je crois que j'ai fait un an ou deux. Ma grande sœur et mon grand frère ont fait la communion, pas moi. J'ai même, petite anecdote rigolote, j'ai souvenir, alors enfin, c'est plus ou moins drôle parce que c'était l'enterrement d'un proche, mais on m'a refusé l'hostie parce que je suis arrivé Le devant prêtre? le curé, Ouais. et en fait il a vu que je savais pas comment prendre cette hostie, quoi. Du coup il m'a dit, putain, allez va-t'en. Et bon bref, c'était la Ah mais c'est intéressant. Donc petite en fait, anecdote. tu t'y intéressais pas du tout à ces questions-là. Pour toi, ça te parlait pas? Euh, Comment dire, maintenant, parce que quand on est enfant, on se pose pas vraiment la question, on vit les choses, on n'a pas forcément de réflexion, d'analyse là-dessus. Aujourd'hui, pour moi, le sacré, ça a toujours été très présent chez moi. Sous quelle Cela forme? dit, Quand... j'ai pas eu vraiment de transmission de la religion, quoi, du catholicisme. Il y a eu même pendant une période, je pense, j'ai un peu rejeté ça. Euh, voilà, aujourd'hui, je le vois différemment, mais j'ai pas vraiment eu une éducation particulière là-dessus. Après, du côté de ma mère, c'est une famille espagnole. D'accord. Et donc là-bas, quelque part, c'est pareil, c'est pas transmis, mais il y a quand même la croyance qui est là, qui est derrière. Où il y avait quand même des petites statuettes de Marie par-ci par-là. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous dire, parce que quand tu nous parles de le sacré a toujours été là ou a été présent pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot du sacré? Si ce qui a été transmis par tes parents, donc de l'obédience catholique, peut-être à travers les apparitions mariales, parce qu'il y en a eu, et pas qu'un peu en Espagne, est-ce que c'était les sujets que vous abordiez à table? Est-ce que ça t'intéressait ou t'interpellait? Ou qu'est-ce que tu entends par le sacré? On va commencer par cette question. Ouais, ben, on n'en parlait pas. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir en tout cas, hein. Bien sûr, après, la mémoire, hein, elle n'est pas infaillible. Donc, C'est sûr. en tout cas, j'ai pas de souvenir qu'on en ait spécialement parlé. Euh, donc, encore une fois, bah, il y a eu des décès dans ma famille donc, qui ont fait que il y a quelque chose qui est là quand même. Et ce que j'entends par le sacré, c'est indéfinissable. C'est quelque chose qui est là, qui est plus grand. Et donc, pour moi, à un moment, quand même, dans mon adolescence, j'avais, comment dire, cette histoire de Dieu est en chacun de nous et Dieu est amour. En fait, j'avais ces deux phrases et juste pour moi, ça me suffisait dans ce qui était en tout cas transmis dans la religion catholique. Et après, dans mon parcours, donc là, je fais un grand bond dans le temps, hein, Ouais, parce ouais, que vas-y, c'est vas-y. même après avoir démarré Tachi, j'ai commencé à apprendre un chant sacré de l'Inde du Nord qui s'appelle le chant Drupad. Et là, quand j'ai commencé le chant, c'est comme si d'un coup, ça m'avait relié à ça, donc au sacré. Donc c'est D'accord. indéfinissable, c'est juste quelque chose qui est là et qui est plus grand Une et transcendance, voilà. quoi. C'est sacré, quoi. C'est sacré. Les valeurs qui t'ont été transmises, c'était quoi? Parce que quand on entend famille issue de l'Espagne, donc le côté latin est très fort, tout le côté notamment familial, valeurs familiales très très fortes, un côté très patriarcal aussi qui peut être très fort. Tu nous parles de tes parents qui ont divorcé, donc pour faire simple, pour toi, les valeurs qui t'ont été transmises et qui ont été importantes durant ton enfance, adolescence, c'est quoi? C'est difficile de. Je peux me rappeler un peu
de ce qui était important pour moi ou de comment je voyais les choses. Ouais. Et c'est difficile de vraiment dire d'où elles venaient. Alors c'est sûr que du côté de ma maman, du côté de ma famille espagnole, la famille c'est super important. Ouais. Bon, aller chez mes grands-parents tous les dimanches, manger en famille, enfin ouais, il y a quelque chose d'assez fort quand même. Beaucoup plus que du côté de mon papa par exemple. Euh, Après, au-delà de ça, et même aujourd'hui, moi, j'ai pas forcément gardé ça, donc je sais pas vraiment qu'est-ce qui est resté de cette période-là. D'accord. Est-ce que par exemple les valeurs de travail étaient importantes? Est-ce que les valeurs, on va dire, de ce que peut représenter la famille est importante? Bah, la famille, oui. Comme je te disais, la famille, oui. Le côté, comme tu disais, patriarcal, je pense que il y a mon grand-père qui est décédé il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années, mais voilà. Et quand il est décédé, j'ai réalisé, en fait. C'est comme si il y avait une figure qui avait disparu. Et comme si j'avais jamais réalisé, en fait, le, son statut, quoi, quelque part. D'accord. Et je l'ai réalisé à ce moment-là, en fait. Parce qu'il parlait pas, il était pas spécialement super. Comment dire. Enfin, je le voyais pas dans ce rôle-là avant qu'il décède. C'est D'accord. vraiment. Je comprends Ouais, ce que tu j'en veux ai dire. pris conscience à ce moment-là. Concernant le travail, je sais pas. Je sais pas. C'est difficile de répondre. Alors moi, il y Ouais. a, il y a quand même eu. Je savais pas quoi faire de ma vie adolescent. Je savais pas quel travail faire. Et tout ce que je savais, c'était que j'aimais pas l'école. Même si j'étais plutôt bon à l'école, enfin, j'étais pas mauvais. Mais par contre, je travaillais pas. Enfin, j'étais un peu. J'aimais pas ça. J'aimais pas devoir faire des devoirs. C'était vraiment. Je me disais déjà, je passe la journée à l'école, rentrer, encore devoir retravailler, c'était pour moi trop. Et donc, en fait, mon objectif, c'était quitter l'école au plus tôt. À tel point que je m'étais dit, parce que mon grand frère avait fait l'armée dans la police, et donc j'ai su on pouvait passer le concours de police en fait. Et je me suis dit, bah, à 18 ans, hop, je vais passer le concours de police, comme ça, je quitte l'école. En fait, dès que je passe mon bac, et après, j'arrête l'école, quoi. Donc mon objectif, c'était ça. Finalement, ça s'est passé autrement, mais j'ai quand même suivi cet objectif, parce qu'en cours de route, il y a autre chose qui m'a fait envie, quoi. Voilà, et j'ai eu comment dire, j'ai découvert la guitare, en fait, la musique. C'était mon voisin à l'époque qui m'a fait découvrir la musique. C'était mon meilleur ami, et puis on passait beaucoup de temps ensemble. Et lui, en fait, a décidé de faire une école de musique, et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et en fait, du coup, j'ai décidé d'après le bac, faire ça. Donc j'ai décidé d'arrêter l'école, de travailler pendant un an pour économiser, pour après faire cette école de musique. Et donc là, effectivement, quand j'ai fait ce choix, ma famille, elle n'était pas trop convaincue quoi, par mon choix professionnel. Ma C'est maman, sûr. elle me voyait médecin, avocat, Ah parce que oui. je réussissais pas mal à l'école en fait, donc je me voyais faire des grandes études et tout. Mais moi, en fait, non, ça me stressait, j'avais horreur de l'école, donc je me voyais pas aller à la fac et continuer encore des années comme ça, quoi. Alors C'est pas possible. qu'est-ce qu'il en était de ton rapport, on va dire, au sport? Parce que ça soit, tu nous parles de ton frère avec l'entrée dans la police, ce chemin que tu voulais toi aussi suivre, on pourrait se dire que bah, déjà, il y avait peut-être une prédisposition à vouloir faire du sport parce que je suis bon aussi en sport. Parce que mine de rien, bon, faire ses classes dans l'armée et notamment chez les gendarmes ou autres, c'est voilà, faut avoir une certaine condition physique. Donc, est-ce que tu avais certaines aptitudes, capacités par rapport au sport? Non, Pas plus que non, ça non plus? enfin, en fait, ça dépend. Mais moi, j'étais petit. Alors, ça, c'est une autre facette de mon histoire que j'ai oubliée. Et tu vois, c'est juste des fois quand on parle, je fais ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. En fait, j'étais petite taille et j'avais un gros retard de croissance D'accord. qui fait que je sais plus combien, mais vraiment beaucoup. Genre à 9 ans, j'avais un âge osseux. Enfin, en fait, du coup, on vérifiait ça. Donc, c'est l'âge osseux pour voir si l'âge osseux correspond à l'âge réel. Ouais. Et je crois, il me semble qu'un truc comme ça, je crois qu'à 9 ans, j'avais un âge osseux de 5 ans, ou un truc. Enfin, il y avait un gros décalage, quoi. Ce qui était plutôt une bonne nouvelle, parce que ça voulait dire quand même que je pouvais après rattraper ce retard. Mais j'avais vraiment un gros retard. Donc en fait, quand j'étais genre en troisième, on me prenait pour un sixième. Enfin,
non seulement j'étais petite taille, mais en plus je faisais Le beaucoup plus jeune. plus gamin, quoi. Ouais. Ouais. Donc, en fait, le fait aussi que j'ai une petite taille, je sais pas si c'était lié, mais en tout cas en sport, non, j'étais pas spécialement. Ça dépend, il y a des trucs, ouais, ça allait. J'étais pas complètement nul non plus, mais j'étais pas non plus super bon et j'avais pas une grande passion pour le sport. C'était pas forcément un truc. Alors, courir, j'avais horreur de ça. Enfin, voilà. Donc, Alors donc, comment ça s'est passé avec l'école de musique? donc il y a eu cette idée de faire. Je me suis mis à la musique et là, en fait, ça m'a plu vraiment à fond. Donc après, je rentrais de l'école, jouer de la musique à la place de jouer à la console. Donc c'est un peu détourné Ah, tant mieux. ma passion. Et, euh, et donc je suis parti. Donc c'est une école à Nancy, une école de formation professionnelle qui s'appelle la MAI. Et c'est des formations assez intensives qui durent un an. Et voilà, j'ai fait ça. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais capable de travailler, quoi, de fournir un effort. Parce que j'avais peur, en fait, quand je suis allé dans cette école, parce qu'il y a quand même, malgré que ma famille n'était pas trop pour, mon père a quand même accepté d'être garant pour que je fasse un prêt étudiant. Donc j'ai fait un prêt étudiant pour financer cette école. Et je me disais quand même, avec l'investissement, il faut quand même que je travaille, quoi. Il ne faut pas que j'y aille et que je foute rien parce que Ah bah ça coûte de l'argent là pour le coup, ouais. ce serait pas, voilà. Surtout qu'après, je vais devoir rembourser le prêt et tout, donc voilà. Et j'avais peur de ça parce que je m'étais jamais connu à vraiment m'acharner, quoi. Et en fait, j'ai commencé cette école et j'étais vraiment, enfin, j'ai énormément pratiqué. Donc en fait, quand j'ai démarré, je n'étais pas le meilleur. J'avais du retard sur pas mal de choses. Mais par contre, j'ai bûché énormément, quoi. Mais en même temps, j'aimais tellement ça. En fait, pour moi, c'était tellement un plaisir le matin aller à l'école avec ma guitare, quoi. On met la guitare sur le dos et on part, et c'est ça l'école. Donc, et puis on côtoie des musiciens qui sont complètement hallucinants. Il y avait des super masterclass avec des musiciens incroyables. Et là, j'ai rencontré. Il y avait Hassan Ajdi, qui est le guitariste d'un groupe qui s'appelle Ange, bref, qui est un groupe assez connu dans les années 80, mais qui a encore vraiment un gros fan club. Et il était professeur d'improvisation. Et j'en profite juste pendant que je suis en train de raconter ça. Pour la petite anecdote, c'est que Hassan, en fait, je sentais chez lui, il y avait vraiment quelque chose de différent. Et non seulement dans sa manière de jouer, mais même quand il parlait, il y avait quelque chose d'un peu plus profond. Et j'étais allé le voir en concert après, une fois l'école finie, il était passé à Lyon, j'étais allé le voir en concert. Et puis on avait bu un coup ensemble. Et je lui avais dit, mais quand tu joues, toi, il se passe un truc, il se passe vraiment quelque chose que je sais pas comment dire, quoi. Et il me dit, ouais, c'est peut-être parce que je chante les notes et tout, enfin bref. Je dis, ouais, mais j'en connais d'autres qui font ça, mais ça fait pas ça. Et après, donc je lui dis, ouais, puis moi je me suis mis au tai chi, parce qu'à cette époque-là, je venais de me mettre au tai chi, je pense, depuis 1 ou 2 ans. Il me dit, ah ouais, et là il commence en fait, il me dit que lui, il pratiquait la méditation, le yoga, qu'il avait eu un maître bouddhiste et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, d'accord, donc en fait, il n'y a pas de hasard. Il y avait quelque chose qui me parlait chez lui, et que j'ai reconnu à ce moment-là, et j'ai compris en fait plus tard ce que c'était. Alors je reviens sur le tai chi. Ouais. Alors il y a plusieurs choses. La première donc c'est que tu finis cette école de musique. Donc Ouais. en combien de temps? C'était 3 ans? Non, c'est juste 1 an en fait. C'est juste un an? Intensif. Ouais, c'est 1 an, mais ouais, c'est Intensif. Ouais, c'est un Est-ce an que intensif. donc toi tu t'avais comme idée, objectif quoi, d'être musicien, de vivre de la musique? Ouais. D'accord. Ouais, mais je savais pas exactement comment. Alors on sait que quand on fait une école de musique, il y a une grande partie qui fait rien après, enfin qui Ouais. vit pas de la musique, tout Ouais. simplement. Une partie qui arrive à en vivre, mais qui est très très très, très minime. D'être musicien, je veux dire vraiment scène, studio. Et après, une autre partie un peu plus grande qui est prof, en fait, hein, qui vit de l'enseignement, et puis quelques-uns qui travaillent dans des magasins de musique, mais bon, du coup, c'est pas vraiment musicien. Ouais. Donc Donc moi, alors, je comptais quand même pas mal sur l'enseignement à ce moment-là. donc tu pensais quoi? Être enseignant par la suite, jouer dans un groupe? C'est ce que comment tu t'envisageais? Ouais, j'envisageais surtout d'enseigner. D'accord. Alors Enfin, comment? j'imaginais bien que ça allait être ça qui allait me permettre de
vivre, Ouais, je comprends. principalement. Alors, comment est venu... parce que tu parles du chant, et tu disais que ces chants-là que tu as eu l'occasion de faire, c'est venu avant le tai chi. Si j'ai Non, bien... après, Après le tai chi. après, oui, oui. D'accord. Alors, revenons à la première étape, si je puis dire. Ouais. Le tai chi, comment est-ce que tu as connu le tai chi et qu'est-ce qui t'a interpellé dans le fait de vouloir en faire? Parce que quelque part, si j'entends tes propos, tu as découvert le tai chi, tu avais donc la vingtaine passée quand même. C'est relativement sur le tard, entre guillemets. Euh, donc en fait, moi je suis sorti de cette école de musique. J'ai eu l'opportunité, grâce à mon meilleur ami à ce moment-là, de travailler dans une entreprise qui faisait de l'import-export de matériel de musique. Et puis il m'a aussi fait rentrer dans une association pour enseigner la guitare. Mhm. Donc voilà, j'ai évolué comme ça. Puis après, dans l'entreprise, je suis passé à mi-temps, j'ai commencé à donner un peu plus de cours et puis je me suis mis à mon compte. Donc là, j'ai créé ma micro-entreprise, ouais, je me suis mis à mon compte et j'ai commencé à donner des cours chez moi. Et en fait, à ce moment-là, à Lyon, c'était une époque où en fait, il n'y avait pas tant de personnes qui avaient des sites internet. Je crois qu'à Lyon, quand on mettait cours de guitare Lyon sur Google, il y avait deux sites. Il y avait le mien et un autre qui était très moche. Donc en fait, le mien, en fait, comme il était esthétique, quelque part, beaucoup de gens m'appelaient et donc mon téléphone était tout le temps en train de sonner. Donc en fait, ça a bien marché quoi. Donc je remplissais mes journées, je donnais mes cours chez moi dans mon appart à Lyon et ça marchait bien. Et puis il s'est passé deux choses. Professionnellement, ça allait. Donc il y a une forme de stabilité qui a commencé à se poser. Et la deuxième chose, c'est que j'ai rencontré une, Une femme. une élève qui est devenue ma femme, voilà, qui est devenue plus tard ma femme. En tout cas, je l'ai rencontrée à ce moment-là. Et, euh, et en fait, je pense que en fait, j'avais une quête depuis enfant, c'était de trouver l'amour. Donc j'avais un peu comme ce truc, je sais pas, voilà, c'était une quête quoi. Et, euh, et je visais ça, quoi. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis senti assez triste, gamin. C'est parce que je cherchais ça. Bref, donc je pense que ça m'a stabilisé. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc dans ma tête et je me suis dit, bon, maintenant, c'est le moment de faire autre chose. Et depuis assez jeune aussi, depuis ado, je m'étais dit, il faudrait que je fasse une thérapie un jour. Euh, Parce qu'il y a des choses que j'ai besoin de résoudre. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne me concerne pas que moi, donc voilà. Mais voilà, il y avait des choses à résoudre. Et alors là, c'est le point vraiment bizarre, c'est pourquoi le tai chi, et j'en ai aucune idée. À cette époque-là, je crois que j'avais l'image un peu, des fois peut-être dans des films où on voit des... En plus, je pense que c'est plus des japonais, alors que le tai chi c'est chinois, mais bref, sur les toits comme ça qui font des gestes et tout. Et j'avais un peu cette image comme ça. Et en fait, derrière, il y avait depuis gamin, il y avait une attirance très forte pour les arts martiaux. J'ai jamais pu en faire, mais il y avait quelque chose qui m'attirait. Et j'avais aussi cette image d'un moine bouddhiste qui médite comme ça, et il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans. Et en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est Je sais pas comment je suis tombé sur le tai chi, mais je me suis un peu renseigné dessus, et j'ai l'impression que ça allait faire un travail aussi au niveau psychologique, au niveau mental. Parce qu'entre-temps, quand même, dans mon adolescence, j'avais lu quelques bouquins de Vincent Ravalec, je sais pas si tu Ouais, connais cet auteur. oui, il est connu. L'effacement progressif des consignes de sécurité, je l'ai lu à, je crois, 16 ans. Et parce que je l'avais vu dans une émission avec Thierry Ardisson, et il disait oui, la réalité c'est comme Matrix, et tout ça. Et j'ai rencontré des chamans et tout, et moi ça m'avait complètement subjugué. Et donc il y avait quelque chose. Et les premières chansons que j'ai écrites, que j'ai écrites en anglais, alors je savais pas parler anglais, hein, mais voilà. En gros, la première c'est Connection with Unseen, donc connexion avec ce qu'on ne voit pas. Et donc il y avait quand même tout un tas de choses qui convergeaient et qui m'amenaient peut-être au tai chi sans que je comprenne exactement pourquoi. Mais en regardant, je me suis dit, ouais, ça a l'air de faire ce travail. Mais en fait, j'arrivais pas à comprendre. J'avais un élève en guitare qui avait fait du tai chi, qui méditait aussi et tout, et je lui avais dit, toi, tu as fait du tai chi, est-ce que ça fait vraiment un travail sur l'esprit? Et il me dit, oui, oui. Et je dis, mais je comprends pas comment, parce qu'on bouge. C'est des mouvements, donc je comprends pas comment ça peut faire un travail sur l'esprit. Il me dit, oui, parce que tu es tellement attentif que du coup. Mais franchement, j'arrivais pas à comprendre, je captais pas en fait. J'arrivais pas à voir le lien entre bouger et régler des choses au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Bah oui, il ne fait pas de lien de corrélation. Ouais. Ouais. Ouais, enfin à cette époque-là en tout cas, pour moi. Mais bon,
confiance, je me suis dit ok, et puis j'ai cherché cours Tai Chi Lyon, j'ai trouvé un truc qui avait l'air vraiment bien. En mai, j'ai préparé mon enveloppe pour septembre pour m'inscrire. Et donc j'étais vraiment dans l'optique, ok, j'y vais quoi. Donc, ok, donc tu as d'un côté une vie familiale qui est là, qui est présente, avec ta femme. Tu as une vie professionnelle qui t'épanouit, tu fais de la musique, tu donnes des cours. Tu joues dans un groupe ou des groupes en parallèle de ça en plus ou pas? J'ai joué plus ou moins, mais y a rien de vraiment qui aboutit. Parce que je travaillais beaucoup en fait finalement, ça marchait bien, mais je donnais quand même beaucoup de cours. Hmm. Et c'était quand même ma priorité. D'accord. Et donc voilà, ouais, non, sinon, j'ai fait quelques petits trucs, mais rien de bien. Ouais. Ok, donc tu avais conscience, connaissance de devoir faire un travail sur soi pour résoudre ou régler des problématiques conscientes, inconscientes. Alors je trouve ça intéressant parce que tu nous dis que depuis que t'es gamin, il y a une chose que tu cherchais inconsciemment, c'était l'amour, ou le grand amour, enfin l'autre, fonder une famille quelque part. Et en même temps, c'est ce que t'as pas eu peut-être l'occasion de vivre quand tu étais enfant, puisque très tôt, tes parents sont séparés, ont divorcé, même s'ils ont eu l'occasion de refaire leur vie. Donc on peut dire déjà que cette quête d'avoir à trouver l'âme sœur, entre guillemets, était prédisposée du fait de ne pas l'avoir vraiment eu en modèle, peut-être, quand tu étais enfant. Je trouve ça très pertinent, le fait d'avoir conscience de devoir aller rencontrer un thérapeute pour faire un travail même si on ne sait pas quelle est la nature de ce travail. C'est comme si tu t'étais dit, bon bah de toute façon tout le monde a des casseroles, donc je vais aller voir quelqu'un. Alors ce qui est à mon sens assez étonnant dans ta posture, sur le fait d'aller voir un thérapeute ou d'aller voir à chercher une pratique qui agit sur l'esprit, c'est que tout a l'air bien dans ce que tu nous décris. T'es heureux en couple, t'es heureux dans ton travail, t'es dans un milieu artistique, c'est créatif. Je veux dire, de prime abord, de ce que tu nous renvoies, ta vie, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Donc, quand tu nous parles de trouver une pratique, en l'occurrence, là, ça va être le tai chi, mais qu'est-ce que tu pensais devoir, entre guillemets, apaiser ou régler par rapport à ton esprit, si tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses déjà. Donc là, j'avais 23 ans, je venais juste de rencontrer c'était ma petite amie à l'époque et je savais pas que j'allais faire ma vie avec elle hein, à ce moment-là. Donc c'était ma petite amie. Et je me posais quand même beaucoup de questions. Euh, De quel ordre? et bah, sur ma relation avec elle. D'accord. Alors finalement, il n'y a pas de questions à se poser, mais voilà. Donc ça m'a fait réfléchir justement. Et justement, alors le fait d'enseigner la musique, ça me plaisait énormément, mais il y avait un moment, il y avait quand même quelque chose euh, qui m'ennuyait dedans, mais je ne savais pas trop quoi à ce moment-là. On en parlera peut-être après, mais c'est vrai que si on regarde les choses extérieurement, à 23 ans, je gagnais suffisamment ma vie en donnant des cours, en enseignant ce qui me passionnait. Et donc, on pourrait se dire, bah ouais, tout va bien. Et ben justement, je me sentais pas bien, quoi, en fait. Donc j'étais stressé, j'avais des angoisses, je savais pas d'où elles sortaient. Enfin voilà, il y avait des choses, non, je chantais. Et puis, ça datait peut-être plus d'avant, ça, mais j'avais parfois des comportements où après coup, je comprenais pas pourquoi j'avais réagi comme ça, quoi. Genre Ça me semblait colérique? non, 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 pas de la colère, mais des attitudes. Parce qu'en fait, quand j'étais mal à l'aise, du coup, j'avais une attitude et c'était pas moi. Enfin, je me reconnaissais pas, quoi. Et après coup, je me disais, t'as dit ça? Pourquoi t'as agi comme ça, quoi? Pourquoi t'as eu Hmm. cette attitude ridicule, quoi? Et donc, voilà, bah, tout ça a fait que ben, je sentais il y avait des choses à résoudre, quoi, de toute façon. Et puis, au-delà juste simplement d'un aspect pardon, psychologique, comme je te disais, Matrix, tout ça, enfin, il y avait des choses de toute façon, qui m'amenaient à aller chercher plus loin, même si, encore une fois, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on peut attribuer
par exemple, là, le fait que je cherche l'amour, on peut trouver une cause qui pourrait être mon enfance. Mais en fait, j'aime bien parler comme Maître Yoda des fois. Et souvent, je dis nombreuses sont les causes. Et en fait, les causes, elles sont innombrables. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard, à force de chercher, que en fait, les causes sont tellement multiples qu'on peut vite se perdre à essayer de trouver les causes. Parce qu'elles peuvent être d'ordre de vie, de mémoire d'autres vies, elles peuvent être d'ordre psychogénéalogique, donc de ce qui se transmet dans notre propre lignée, Mais t'en avais peuvent pas être de l'ordre conscience. de ce qu'on a. Non, non, je parle de après, Ah voilà, bah ouais, là c'est ce que t'as compris maintenant, ouais. c'est ça. Et du coup, les causes, elles sont tellement nombreuses que. Ouais. Mais bon, ouais, c'est un autre sujet. Ah, bah, on y reviendra certainement un peu plus loin tout à l'heure. Donc je reviens sur donc le choix du tai chi qui s'est présenté. Bon, ça aurait pu être du yoga en fait dans cette histoire. Ça, c'est parce que tu connaissais un de tes élèves qui avait pratiqué, et puis de fil en aiguille, non? Non, 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 non. Je lui ai demandé à lui parce que je savais qu'il en avait fait. Il avait fait du kung fu aussi. Euh, mais l'idée, elle est venue tout seul, en fait. Puis en regardant sur Internet, je pense, alors à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, hein. Aujourd'hui, des milliards et des milliards de vidéos. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant de choses que ça. YouTube n'était pas encore autant, Ouais, fourni. avait pas autant de contenu que ça. Ça a évolué quand même assez vite. Mm. Non, mais il y avait un attrait pour les arts martiaux aussi. Et pareil, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait un attrait pour les arts martiaux. Donc en fait, ça me semblait être idéal, parce que ça semblait en même temps, euh, justement, être un art martial, et en même temps faire un travail sur soi. Et du coup, bah, ça faisait les deux choses que j'avais envie de faire, quoi. Et en même temps, je voulais pas faire un art martial aussi où il y a de la compète, où on va se bagarrer et tout, quoi. J'avais pas envie de ça. Et Tai Chi, bah, ça avait pas l'air d'être ça non plus. Donc je me suis dit, bah, ça a quand même l'air d'être idéal, quoi. Donc voilà. Alors, question, d'où te vient cet engouement pour ce que certains pourraient qualifier de l'Asie? Parce que ça soit les arts martiaux, tu parlais de moines Shaolin ou de bouddhisme, à travers peut-être des visions qu'on peut avoir, un peu le cliché en fait, hein, du moine bouddhiste assis en zazen, tu vois, ce genre de choses. Et puis bon, on voit le décor là, je sais pas si t'es dans ton dojo ou si c'était chez toi, mais voilà, l'ambiance, on va dire, alors asiatique, puisque Tai Chi Chuan, effectivement, c'est chinois, mais on peut aussi avoir la vision un peu japonisante de cette culture, on va dire, spirituelle. Beaucoup de gens font des amalgames quand on aborde tous ces visions, ces arts-là, qu'ils soient d'ordre de la méditation, des pratiques des arts martiaux, voire d'un point de vue tout simplement, j'allais dire, de la créativité culturelle, leur art, entre guillemets, la poterie ou autre, bref, qu'importe. Donc d'où te venait cet engouement ou cette attirance vis-à-vis de l'Asie? Euh, j'ai pas identifié d'attirance spéciale pour l'Asie. Quand c'est en fait en pratiquant le tai chi et là aussi c'était la première fois de ma vie où je me suis mis en fait à lire tout ce que je pouvais, tout ce qui était possible et imaginable sur alors que j'ai jamais lu autant, enfin c'était pas mon truc, même sur la musique et tout, j'ai jamais vraiment lu. Mais là le tai chi, j'ai commencé à lire toute la bibliographie. Euh, En fait, sur le site de l'école dans laquelle j'étais à ce moment-là, il y avait une bibliographie, donc j'ai pris les bibliographies, j'ai lu tous les bouquins possibles de la bibliographie sur le tai chi. Donc forcément, c'est chinois, donc ça amène à des éléments de la culture chinoise, en fait, c'est indissociable, ne serait-ce que dans le vocabulaire, le yin-yang, etc., parce que le tai chi c'est ça, c'est le yin-yang. Et donc après, en fait, c'est parti du tai chi, ça a dérivé du taoïsme, et puis après, bah, ça s'est diffusé sur la spiritualité de manière beaucoup plus large, quoi. Voilà. Mais au départ, il n'y avait pas d'intérêt spécial pour l'Asie. Tu vois, après, donc j'ai fait du chant indien, donc oui, c'est quelque part aussi, on pourrait dire c'est l'Asie, c'est différent. Et donc, ouais, c'est pas une histoire d'où ça vient, quoi. Mais je pense, bon, après, voilà, ça, pas rentrer trop là-dedans, mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il y a des mémoires, en tout cas, de pratiques qui viennent de là-bas. Il y a aussi le fait qu'ils ont plus gardé peut-être des pratiques anciennes par rapport à nous. On a perdu beaucoup plus de choses. Et donc, voilà, c'est surtout, je pense, ça, en fait, des pratiques très anciennes. C'est marrant, mais par exemple,
quand je suis allé vers le chant indien, il y a plusieurs choses qui m'amenaient là-bas. Nisargadatta Maharaj, j'avais lu son bouquin, Je suis, et en fait là, quand j'ai lu ça, ça m'a fait vraiment... Tu vois, tu sens quoi, qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait un lien quoi, avec lui ou avec ce qu'il raconte. Alors qu'il y en a, tu lis, bon, voilà, il dit la même chose, mais ça fait rien de spécial. Et il y en a, quand on lit, ça touche vraiment. Donc il y avait lui, et puis il y avait tout l'aspect musical, parce que eux, dans ma recherche au niveau de la transmission de la guitare et de la musique, j'en étais venu à, en fait, il faudrait chanter le son avant d'apprendre à jouer techniquement, il faudrait faire comme ça, et j'en étais venu à plein de choses comme ça. Parce qu'aussi, des grands musiciens le disaient, hein, c'est pas moi qui ai inventé, mais... Et en Inde, ça avait l'air de se passer comme ça. Donc je m'étais dit, bah, en fait, je vais aller à la source, et je vais aller apprendre la musique indienne, je vais voir comment eux ils font. Donc je cherche musique indienne, et je tombe sur Arnaud Didier-Jean, qui est mon ami maintenant. Et Arnaud Didier-Jean, qu'est-ce qu'il transmet? Le chant Drupad. Qu'est-ce que c'est le chant Drupad? Le chant le plus ancien de l'Inde du Nord. C'est celui qui a conservé les aspects les plus profonds de la musique indienne, tous les aspects méditatifs, etc. En fait, qui est considéré normalement comme une voie de libération. Donc, et moi, j'y connaissais rien, juste en fait, je suis allé apprendre la musique indienne. Mais je suis tombé sur cette musique bizarrement. C'est très lent, etc. Enfin, c'était trop bizarre. Quoi. Quand j'ai commencé, j'avais l'impression que c'était du tai chi de la musique. Quoi. Enfin, alors, reconnexion à cette mémoire dont tu parles justement. Est-ce que tu le pratiques encore aujourd'hui, ce chant? Oui, beaucoup moins qu'avant, parce que là en ce moment, notamment donc, avec le tai chi, le dissolve thérapie, la méditation, j'ai un fils, j'ai des chevaux. On fait beaucoup de choses, hein, on peut pas tout faire. Ouais. Voilà, il y a une vie qui est assez remplie, et donc là en ce moment, je pratique beaucoup de tai chi en fait. C'est vraiment on va dire, le centre de ma pratique en ce moment, c'est ça. Donc je pratique moins le chant, mais je pratique toujours le chant. Et je sais que c'est quelque chose, je garde le lien avec ça. Alors là, on va commencer à rentrer un peu plus de plein pied dans les implications sur comment on le pratique et ce que ça peut nous permettre. Que ça soit le chant indien en l'occurrence, ou que ça soit une pratique comme le tai chi, et c'est pour ça que le tai chi, on parle d'arts martiaux internes, entre guillemets, cela se fait surtout à travers le souffle, la respiration. Et est-ce que, avant de rentrer un peu plus profondément dans le tai chi, tu peux nous montrer des passerelles qu'il y aurait entre le chant indien que tu pratiques et le tai chi, sur la manière dont on peut peut-être réunir la colonne du souffle entre le haut et le bas? Qu'est-ce que tu as vu comme similitude entre les deux? Ah, c'est un peu compliqué parce que, pour faire court, Ouais. j'ai pratiqué pendant à peu près 7 ans, 7-8 ans, quelque chose comme ça, le tai chi dans une école. Donc j'ai commencé à enseigner ce style, etc. Donc c'était une école structurée avec un maître et tout. Et il y avait des choses qui m'allaient pas dans cette école. Et je me suis intéressé à d'autres choses, à d'autres styles de tai chi. Et donc c'est là que j'ai découvert Adam Missner, qui est maintenant mon sifu. Donc sifu, ça veut dire Maître. mon professeur, mon maître. Et ça a aussi une valeur un peu de père. Donc normalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on emploie assez facilement sifu et puis on le pose un peu comme un titre. Mais en réalité, c'est comme c'est quand on a une certaine relation avec l'enseignant, etc., qu'on utilise ce terme. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir appeler Adam mon sifu parce que voilà, je sens, pour moi, c'est mon maître, vraiment. C'est la première fois que je dis ça vraiment de quelqu'un que je le ressens. Et donc, je me suis intéressé à lui et c'est la première fois que je voyais vraiment quelqu'un qui était complètement cohérent avec tout ce que j'avais lu sur le tai chi, ce que c'était censé être pour moi, etc. Normalement, le tai chi, par exemple, c'est censé être le mouvement est généré par le relâchement. Et donc, pour faire quoi, encore une fois, j'ai quitté mon ancienne école, je me suis mis à suivre l'enseignement d'Adam Missner et jusqu'à ce que je devienne donc instructeur pour cette école, etc. Et donc, pourquoi je précise ça? Parce que du coup, entre l'autre tai chi que je faisais avant et celui-ci, et ben, en fait, ça n'a rien à voir. Et le tai chi que je faisais avant, pour moi, c'est pas vraiment du tai chi par rapport au regard que j'en ai maintenant. Bien sûr. Donc, du coup, déjà, en fait, on utilise un même terme, mais ça peut être des choses très, 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 très différentes. Sur tout ce qui existe, en fait, il y a plein de gens qui font du tai chi, mais en fait,
Bien sûr, au regard d'un néophyte, ça se ressemble, tout est pareil. Mais quand on va un peu plus loin, finalement, en fait, les différences qui sont peut-être minimes au début, en fait, finalement, sont énormes sur ce que ça génère et comment ça transforme, etc. Alors, bah, écoute, Euh, là, la parole t'est donnée. C'est l'occasion qu'on en apprenne plus et puis à étayer, j'allais dire, notre discernement en tant que néophyte sur si demain j'ai envie de faire du tai chi, bah, au regard de toi, ta propre expérience. Alors donc on a compris que tu as eu l'occasion de t'y plonger à 200%, que tu as cherché aussi bien dans les traces historiques du tai chi et de ce il était censé nous permettre. Alors quand tu dis qu'il y a différentes écoles, aujourd'hui, d'un point de vue peut-être mondial, il existe combien de types de tai chi? Oula! Ah ouais, à ce point-là? En fait, on va dire qu'il y a des grands styles, Ouais. des grandes écoles, donc le style Shen, le style Yang, c'est les deux plus grandes écoles. Le style Shen, on dit que c'est le plus ancien, donc ceux qui font le style Shen disent que c'est le vrai Tai Chi, c'est le style Shen. Le style Yang, il est plus récent, il est censé être dérivé du style Shen, donc on dit que c'est pas comment dire, l'authentique Tai Chi, mais Mm. quand on fait du style Yang, on dit c'est l'authentique Tai Chi, parce qu'en fait, voilà, on va pas, en fait, je m'en fous un peu de tout ça. Oui, oui, les gardes-chapelles, C'est quoi. des histoires, ouais, mais le terme Tai Chi Chuan, en fait, il est assez récent, ce mot-là. En fait, aujourd'hui, on a mis ce mot-là sur certains arts martiaux, mais à l'époque, ça s'appelait pas encore Tai Chi Chuan. Bref, peu importe. En tout cas, il y a plein d'histoires, plein de styles, qui sont en fait des dérivés d'autres styles. Donc, dans le style Yang, après, il y a des dérivés encore. Il y a le style Wu, le style Sun, enfin bref, il y a plein de styles. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un maître, il développe certaines compétences, il les transmet, et puis ce disciple, lui, il va pas développer des compétences exactement les mêmes que son maître. Surtout que le maître, il n'a pas les mêmes compétences au début, quand il a, je sais pas, 30 ans et quand il a 60 ans. Mm. Donc selon si le disciple, il a appris quand le maître, il avait 30 ans ou 60 ans, ça ne donne pas la même chose. Bien Et sûr. du coup, chacun redéveloppe son truc, et donc en fait, ça crée des arbres avec des multitudes de styles et de sous-styles, avec chacun qui le transmet à sa manière. Et Oui, donc au final, forcément, avec toutes ces différences que ça peut générer, eh ben, on en arrive à des choses qui ont le même nom, mais qui peuvent être vraiment très très éloignées. ok. Euh, Alors pour toi, parce que tu peux parler qu'en ton nom, hein. Donc Bah pour oui. toi, à travers tout ce que tu avais lu sur le tai chi, et effectivement, d'un point de vue extérieur, entre le tai chi d'une école et puis le tai chi d'une autre école, on pourrait ne pas y voir vraiment de différence. Donc, où se situe, pour toi, en tout cas, l'essentiel euh, j'aimerais que tu nous parles de cet essentiel au moment de toutes ces lectures, de ce que tu avais pratiqué dans cette première école, de ce que tu avais compris, où ton intuition disait qu'il manquait peut-être quelque chose que tu as découvert avec Adam. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles de cette vision que tu avais à ce moment précis de ton histoire, pour que tu nous racontes par la suite finalement qu'est-ce que tu as intégré de plus avec Adam. En fait, je pense que moi j'ai un côté chercheur. Donc c'est-à-dire que j'aime bien chercher, j'aime bien faire mon truc, quoi. Et donc avec la guitare, c'est ce que j'avais fait. J'avais cherché, fait mon truc. Bien sûr, le tachi m'avait apporté, le chant indien m'avait apporté. Donc j'avais mis en place une pédagogie qui m'était propre. Et donc j'étais content de ça. Et dans le tai chi, je transmettais pas de la même manière. Quand j'ai commencé à enseigner, en fait, je transmettais pas de la même manière que moi j'avais reçu. Et donc, bien, au début, ça m'a pas questionné, mais à un moment, j'ai compris que, en fait, si je transmets pas de la même manière, c'est que la manière dont je le reçois, il y a quelque chose qui va pas. Mais je pensais, moi, du coup, je pouvais améliorer ça. Donc, par exemple, dans le tai chi que j'ai appris, en fait, pour moi, aujourd'hui, je dirais, les deux erreurs, mais qui sont normales, puisque c'est tai chi, donc c'est yin-yang, et donc on est toujours entre Polarité. ces deux polarités, voilà. Et le but d'un enseignement et d'un accompagnement d'un professeur ou d'un maître qui nous accompagne, c'est de nous dire non, là, t'es trop là, ou là, t'es trop là, et petit à petit nous faire retrouver cet équilibre, en fait, Ouais, hein, la ligne et la entre-ligne. ouais. Et donc, les deux erreurs qu'on va trouver généralement dans le tai chi, la première, c'est de ne pas se détendre, en fait, de ne pas relâcher, donc d'être trop crispé, donc de faire pas un art vraiment interne, mais de faire un peu comme un art externe. Donc en fait, du coup, on peut générer énormément de puissance, on peut faire des choses subtiles, etc., mais en forçant. Donc ça, c'était le cas de mon école. Et l'autre envers du décor, on va dire, ou l'autre problème qu'on peut avoir,
c'est l'inverse. C'est-à-dire de faire du tai chi et d'être tellement détendu, etc., que du coup notre structure elle s'effondre et en fait on va s'écraser, le squelette va s'écraser et donc c'est ce que j'appelle du tai chi nu. Et donc quand j'ai vu Adam, c'est la première fois que je voyais chez lui quelqu'un qui en même temps n'était pas du tout mou, c'est-à-dire avait une structure super costaud et tout, mais par contre vraiment bougeait par relâchement et on voyait que, enfin dans les vidéos en tout cas je voyais que c'était interne jusqu'à ce que je le rencontre et là quand j'ai touché j'ai fait wow. Et là, j'ai fait d'accord. Quand tu dis, quand tu dis quand j'ai touché, qu'est-ce que tu veux dire quand j'ai touché quoi, son corps, quoi, Oui, la oui, son pratique? corps, oui, oui. Oui, son corps. Premier stage, en fait. Donc, il vient, il te monte, par exemple, il met son bras comme ça, puis tu mets les mains dessus, il fait, tu sens les épaules et tout, et moi, je sentais que je sentais rien. D'habitude, quand je touche quelqu'un, je sens des tensions dans les épaules, tout le monde. Je crois que j'ai touché 2 personnes dans ma vie qui avaient vraiment zéro tension dans les épaules. C'est lui et Andy, qui est son élève, son disciple, on va dire, qui m'a formé aussi à Disson. Je crois que c'est les 2 seuls où vraiment j'ai senti zéro, tu vois, même pas une bribe de tension dans les épaules. Il n'y a rien, il y a vide, quoi. Et donc quand j'ai senti, j'ai fait waouh. Et ce que j'ai senti aussi, ce que j'ai perçu, c'est que c'était très doux et très chaleureux. Et ça, je l'avais pas senti dans mon ancien style non plus. C'était un peu plus sec, si tu veux. Quand tu Et parles de donc, doux et chaleureux, excuse-moi, quand tu parles de doux et chaleureux, merci. tu parles toujours du corps ou tu parles de... Oui, la sensation au toucher. Tu vois, tu touches un truc qui est super doux, chaleureux, sans tension, vide, et d'un coup, il me regarde, il bouge à peine comme ça, et là, boum, je vole, je comprends pas pourquoi j'ai volé, quoi. Enfin si, j'ai senti qu'il y avait un truc qui m'avait traversé, qui m'avait fait voler, et j'ai fait waouh. Mais il y avait cette douceur au contact, en fait, et ça, c'est une des choses qui m'ont fait dire, ouais, là, c'est différent, là, c'est autre chose. Alors, je trouve ça intéressant parce que ce que tu me dis me ramène à certaines vidéos qu'on peut voir sur Internet. Généralement, ce sont des enseignants qui ont beaucoup de bouteilles, de bagages ou de pratiques derrière eux et qui utilisent le chi sans toucher la personne, l'adversaire, entre guillemets, et l'envoie à bouler. Voilà. Donc, ils ont des capacités à utiliser le chi à distance. Certains s'en servent dans les arts de combat, ou en tout cas les arts martiaux externes. Bon, là, on est avec le tai chi dans les arts martiaux internes, et j'en connais même qui pratiquent l'utilisation du chi avec cette optique-là, mais à travers les soins, où ils font bouger littéralement les organes, voire la structure osseuse d'un individu, juste en manipulant le chi, sans avoir à toucher l'individu. Donc, est-ce que quelque part, ce dont tu nous parles là, ça rapprocherait de ça? En fait, c'est délicat parce que sur Internet, par vidéo, c'est très difficile de C'est sûr, juger. Et entièrement en d'accord. fait, il y a autant. Tu vois, je fais le parallèle en ce moment parce que c'est drôle. Enfin, on peut trouver ça drôle. C'est comme les théories du complot. Tu Ouais. vois, il y en a des. Ouais. Et il y en a, c'est n'importe quoi. Et ben, c'est un peu pareil en fait. C'est difficile de juger, surtout quand on n'a pas d'expérience. Mais même avec l'expérience, c'est très difficile sur une vidéo Hmm. de juger. Plein de choses sont possibles, des choses vraiment au-delà de notre compréhension, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Moi, la première fois que j'ai senti la force interne quoi, du tai chi, c'est le cerveau il bug en fait, il fait juste qu'est-ce que c'est que ça en fait, je connais pas ça, non, je connais pas cette expérience. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas forcément vraies. Dans l'art martial, la particularité, c'est que, parce que par rapport aux soins, quelqu'un il est là et puis il attend qu'on lui fasse le soin. Si on parle d'art martial et si on emploie vraiment ce terme-là, c'est pas censé fonctionner avec quelqu'un qui fait vas-y, fais ce que tu veux. Bah ouais. Et en fait, il y a beaucoup de démos de tai chi où les personnes sont juste immobiles en attendant que l'autre le pousse. Alors si c'est pour sentir quelque chose de particulier, en fait ça dépend de ce qu'on cherche et de ce qu'on Ouais. veut montrer. Mais si c'est pour faire une démonstration purement martiale, moi j'ai du mal à croire qu'on puisse bouger quelqu'un à distance sans vraiment sa volonté. Quelqu'un qui est motivé pour Ouais. venir te mettre une droite, le faire bouger à distance, je suis vraiment pas convaincu. Ça dépend beaucoup de l'intention de la personne en face. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même si on regarde les vidéos d'Adam Missner, justement, il y en a quand même pas mal sur Internet,
il y a une partie des gens qui disent c'est n'importe quoi, c'est du fake et tout. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas touché, on ne peut pas comprendre. Et alors, En fait, quand- les gens qui viennent dans ces stages, il faut savoir que c'est pas que des élèves. C'est tout le monde, c'est n'importe qui peut venir. Et donc, il y a plein de gens qui ont des expériences martiales, etc. Moi, je l'ai vu dire, bah, vas-y, viens. Et la personne vient pour l'attaquer et il n'a rien dit de faire de spécial. Et rien. Donc là, c'est différent encore. C'est vraiment. Et ce qui est plus impressionnant là-dedans, c'est pas tant une histoire de chi en fait. Ce qui est impressionnant, c'est que les compétences internes qu'on développe grâce au tai chi, elles sont dépendantes. Euh, parce que là, peut-être on va en parler plus de ça, parce que c'est au cœur de tout ce que je fais en fait. C'est le relâchement, c'est la libération des tensions. Donc en fait, on bouge par relâchement, et libération des tensions. On génère des vagues de relâchement dans le corps. Donc moi, je vais pas parler d'énergie, mais en fait, c'est ce qui se produit, mais ça se produit parce qu'on relâche. On libère les tensions. Donc comment on libère les tensions? Déjà, il faut qu'ici je sois calme, tu vois, pour pouvoir faire et relâcher là, et relâcher là, et relâcher là, et relâcher là. Donc être capable d'être tout seul chez toi, tranquille, dans un environnement silencieux et faire ok, je relâche, c'est une chose. Mais quand tu es dans un environnement avec quelqu'un qui arrive et qui va te mettre une patate, ouais, pas la même. rester comme ça, rester calme et pouvoir donc toujours générer ces vagues de relâchement dans ces situations-là, là c'est chaud. C'est pour ça que si on veut vraiment apprendre à se défendre avec ça, faut pas être pressé, quoi. Alors, Mais Adam Missner, pour finir, voilà, ce qui se passe, c'est que c'est le seul mot que j'ai vu pouvoir utiliser ça dans des situations aussi extrême. difficiles et imprévues. Voilà. Et Alors, sa capacité à garder le calme, c'est le plus impressionnant en fait pour moi. Alors, je reviens sur plusieurs choses que tu as abordées. La première, quand tu nous parles d'avoir touché son corps et d'avoir ressenti qu'il n'y ait pas de tension. Alors bon, moi j'aime bien masser ma femme, ouais, tu vois, donc je sens effectivement quand il y a des nœuds au niveau des épaules, dans le dos. Bon, voilà, on pourrait peut-être dire que c'est dû à ma pratique et qu'il y en a d'autres qui ne sentiraient pas des tensions du dos de quelqu'un parce qu'ils n'ont jamais massé, qu'ils ne touchent pas les autres. Enfin voilà, donc j'ai conscience que quand tu nous parles de toucher à un moment donné Adam et d'avoir ressenti un calme où il n'y avait pas de tension, que ça a développé chez toi la pratique du tai chi, une sensibilité par rapport à ton corps, à ce qui traverse ton corps, par rapport à ces fameuses tensions dont tu parles, et de pouvoir être à même de les ressentir, ces tensions ou ces relâchements chez les autres, voire même à les voir juste avec les yeux, à sentir dans la posture, etc. Maintenant, je t'ai posé tout à l'heure une question sur l'importance du souffle ou de la respiration en lien avec le chant. Si je devais, entre guillemets, synthétiser totalement l'histoire du relâchement des tensions, que ça soit à travers Dissolve Therapy qu'on va aborder par la suite, ou notamment à travers le Tai Chi, est-ce que tout se fait, absolument tout, des relâchements, se fait à travers la respiration? Ou est-ce qu'on parle qu'il y a aussi autre chose qui doit être relâché et que ça passe pas, entre guillemets, uniquement par l'initiative de la respiration? Ok, alors la particularité du tai chi, c'est l'inverse de ce que tu dis, ça passe pas par respiration, pas du tout. Il y a des pratiques respiratoires, souvent qu'on n'aborde pas au début, on aborde après. Mais au début, on ne parle pas de respiration, on ne fait rien de spécial avec la respiration. La seule chose qu'on fait, c'est relax. Et ça veut dire Donc, quoi quand tu dis relax? ça veut dire d'avoir une respiration relaxée, quoi, tranquille, calme. En fait, parfois, dans certains mouvements, on va parler de la respiration, en fait, c'est juste un outil. Et cet outil-là, parfois, on va l'utiliser, parce qu'en fait, donc, en tai chi, si j'utilise les termes du tai chi, on développe deux qualités qui sont le père et la mère de toutes les qualités, dans tous les arts internes. Ting, c'est la capacité à percevoir, à connaître. On veut être au courant. Et moi, j'aime bien, de temps en temps, je fais cette semi-blague, c'est pas vraiment une blague, mais je cite Jésus qui dit pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, nous, on veut être de ceux qui savent. Donc, on veut savoir ce qui se passe. On veut être au courant de ce qui se passe en nous, hein, to be aware, comme Jean-Claude. Voilà. Et donc, on veut développer cette attention-là pour sentir. Parce que si on ne sent pas où sont les tensions, on risque pas de les relâcher. Donc, déjà, on veut développer Ting. Et Ting, c'est aussi après, du coup, parce que c'est un art martial, donc c'est aussi sentir chez le partenaire. Où est-ce qu'il est coincé. Donc, on a besoin de développer Ting. Et la deuxième qualité, c'est Song. Et Song,
on dit relâcher, relaxer, etc. Mais en fait, Song, c'est vraiment, on peut pas traduire par juste relaxer, relâcher. C'est en même temps un relâchement, en même temps une ouverture. En fait, il y a 6 niveaux de Song. Bref, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais en gros, mes articulations, elles sont comme ça, coincées, et je vais faire ah, et ça va. Tu vois, il y a de l'espace en fait qui va s'ouvrir. C'est un peu comme tu vois, une éponge qui est toute sèche. Et c'est une partie de mon corps. Imaginons que c'est ça, mon épaule par exemple. Et donc mon esprit, mon attention, ma capacité de percevoir, c'est comme de l'eau, un fluide, mon fluide mental. Et je pouvais commencer à amener le fluide mental ici. Et quand je commence à faire couler de l'eau sur une éponge séchée, qu'est-ce qui se passe? Au début, l'eau, elle n'arrive pas à pénétrer dedans. Juste, elle va couler dessus, parce que elle est trop sèche, quoi. Ouais. Les pores, ils sont pas assez ouverts. Ouais. Et donc, je vais mettre mon esprit ici et je vais rien sentir. Et souvent, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que moi, je sens rien, donc l'esprit, ça l'intéresse plus, il va ailleurs. En fait, nous, on veut cultiver et continuer encore et encore. Et au bout d'un moment, laissant l'eau, ça va commencer à pénétrer, donc mon esprit va pouvoir commencer à sentir dedans. Mais, et là c'est intéressant parce que c'est exactement la même chose que la méditation, c'est l'erreur que peuvent pratiquer des gens en méditation, c'est que je fais ça super concentré comme ça, avec les yeux tendus, et je suis là. Ouais. Et donc, bien sûr, ça va pénétrer, mais en fait, j'ai cette tension en moi et dans le regard, et ça marche pas. Donc il faut que ce soit fun en même temps, il faut que je sois, tu vois, que j'ai... Ouais. Ah. Et donc en fait, mon esprit il y va, mais avec cet état d'esprit. Donc quelque part, il n'y a pas que le fait de mouiller mon éponge qui est importante, qui est important, mais il y a aussi la qualité de l'eau, on va dire, pour continuer dans l'analogie, qui est super important. Parce que c'est ce que je vais mettre là-dedans. Alors je sais plus du coup ce qu'on disait au début. Quelle était la question? Là, je te mentionnais justement la respiration. Voilà. Et donc c'est pas l'essentiel. Donc l'essentiel. Ouais, et pour la respiration quand même, pour finir sur ce sujet, enfin finir ou en tout cas continuer, c'est justement la première chose à faire avec notre propre respiration, c'est juste d'avoir cette attitude-là. Tu vois, de la sentir et juste la rendre super agréable, tranquille et calme et relax. À terme, le tai chi c'est un art martial. Donc si quand quelqu'un m'attaque, j'ai besoin de faire... C'est trop lent en fait, ça va trop vite. Le temps d'un coup de poing, c'est foutu. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, pour enchaîner là-dessus, que beaucoup de techniques ne peuvent pas marcher. Parce qu'en fait, les techniques, elles ne marchent pas en soi. Les techniques, elles sont faites pour nous transformer. En fait, on répond à la pression avec ce qu'on est maintenant. Et donc, le but du tai chi, c'est de nous transformer pour qu'on soit différent. Et donc, quand la pression arrive, au lieu de faire comme ça, je vais faire Et c'est cette transformation que je veux faire, notamment dans le système nerveux. Le système nerveux, il ment pas. Donc, si j'ai pas fait cette transformation, quand la pression arrive, je fais ça. Au lieu de faire Et c'est là où, en fait, l'aspect martial du tai chi, pour nous, il est surtout important parce qu'il va changer notre rapport à la pression. Et moi, je me suis jamais fait attaquer dans la rue. Et je pense que c'est quand même très rare pour la plupart des gens. Oui. Et donc, si je m'entraîne tous les jours en pensant à je vais me défendre dans la rue au cas où je me fasse attaquer, c'est juste que ça crée dans mon système nerveux, pareil, une habitude de crainte. Tu vois, je risque de me faire attaquer. Alors qu'en fait, je vais peut-être jamais me faire attaquer ou je vais peut-être finir par me faire attaquer, du coup, à force d'y penser. Mais par contre, si tous les jours je m'entraîne à juste changer mon rapport à la pression, là, par contre, les pressions, elles sont des milliards tous les jours. Et c'est là où ça devient pratico-pratique, parce que ça change juste naturellement ma manière de répondre au stress. Et donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit super rapide. Pas que je passe à chaque fois par mon collègue, je l'aime pas, il arrive, je le vois, et là je fais non, je l'aime pas, attends 2 secondes. Ça marche pas en fait. Ça marche pas, et tout le monde le sait que ça marche pas. Tous ceux qui ont essayé, ils savent parce que c'est trop lent. Par contre, si j'ai appris à avoir une vivacité dans mon esprit, à voir mon collègue qui rentre, je vois la tension mentale qui commence à apparaître dans mon esprit, dans mon champ de perception, tu vois, dans mon corps, et que je reviens ici, je reste là, je le regarde et je laisse fondre. Ça, c'est dissolve, notamment. Et bien là, en fait, c'est super rapide et je suis en train de changer mon habitude. Et donc, quand la pression arrive, petit à petit, hop. Et ça peut être très rapide, en fait. On peut le faire super rapidement. Ah ouais, alors là, tu m'étonnes parce que l'être humain étant pétri de conditionnement, aussi bien physique, les réflexes du corps, qui a sa propre mémoire,
que l'état d'esprit, hein. L'être humain a tendance à être 80% habité dans une journée par ses conditionnements, des habitudes, etc. Et là, tu es en train de nous dire que, quelque part, soumis à une approche de stress potentiel, d'être dans une capacité de relâcher tout de suite la tension en la sentant arriver. Alors donc c'est un mécanisme, pourrait-on dire, une habitude dans le fait de faire l'inverse de ce que spontanément, quand un danger se présente, le corps, lui, soit il se barre, soit au contraire il va se mettre en défense. Donc j'allais dire que c'est contre-naturel, entre guillemets, ce que tu nous dis. Est-ce que c'est si facile que ça de pouvoir apprendre une technique qui, quelque part, est contre-instinctive, si je puis dire? C'est exactement ça, c'est contre-naturel. C'est pour ça qu'on doit pratiquer, qu'on doit s'entraîner. C'est une histoire d'habitude, Ouais. c'est que ça. Pourquoi on est jaloux? Encore une fois, hein, donc là c'est des choses que j'ai faites pendant 10 ans, j'ai fait plein de trucs, du hiking aussi, j'ai fait plein de choses, pour trouver les causes. En fait j'ai arrêté de faire ça et maintenant je m'occupe de maintenant qu'est-ce qui se passe là. Parce que les causes elles sont trop nombreuses. Et en fait la seule cause c'est quoi? C'est mon habitude. Voilà, c'est tout. Parce que je suis habitué à être jaloux. Je suis habitué à quand il se passe telle chose, quand mon voisin réussit, je sais pas, je dis une connerie, hein, mais, et ben mon habitude c'est d'être jaloux. C'est juste ça, une habitude. C'est pas ce que je suis, parce qu'en fait, on est toujours changeant, on change tout le temps, en fait. Donc, il n'y a pas d'entité fixe. On change tout le temps. Mais mon habitude, c'est quand je vis ça, je vais devenir jaloux. Maintenant, si je commence à mettre de l'attention, je commence à être attentif et je vois que je suis jaloux. Et que je suis capable de faire, ok, est-ce que je peux être content pour lui, par exemple, et pouvoir changer ça? En fait, petit à petit, les habitudes vont changer. La colère, c'est pareil. Je suis habitué d'être en colère, donc je me lève le matin, j'ai mal là, je commence à faire, mon esprit commence à se contracter dès le début. En plus, je marche sur un jouet, j'arrive pour me faire du café, il n'y a plus de sucre, et en fait, on accumule, tu vois, plein de petites tensions. Donc dans Dissolve, Andy prend toujours cet exemple que je reprends évidemment, c'est comme un point ici qu'on serre, dès qu'on n'est pas content, on fait ça. Et donc ça vient se placer dans un organe, quelque part, par-ci, par-là. Et en fait, on multiplie plein de points serrés comme ça dans le corps, de partout. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pas seulement libérer ces tensions, ce qui est bien, mais si je garde mon habitude, je libère ma tension, je me relève le lendemain matin, je recommence pareil. C'est comme la posture. Je sais pas si je vais me tenir à peu près droit et que en fait, je suis comme ça, tu vois, tête en avant. Et que je vais voir un super chiropracteur ou quelqu'un qui va me remettre, il va me remettre comme ça. Puis le lendemain, je retourne au boulot, puis je me remets comme ça. Évidemment que petit à petit, jour après jour, je vais reprendre mon attitude corporelle. C'est pareil avec l'esprit, ça va super vite dans l'esprit. Ça va tellement vite en fait que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est la même chose. Donc en fait, on veut devenir plus présent, plus attentif, savoir ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit, et changer notre habitude. Est-ce que c'est facile? Non. Changer l'habitude, c'est peut-être la chose la plus difficile au monde. Mais si on s'entoure bien, c'est-à-dire que, et là, c'est ce que j'ai compris aussi en rejoignant cette école, c'est que j'avais besoin parce qu'en fait, pour savoir ce que c'est relâcher, c'est pas une technique qu'on lit dans un bouquin, c'est quelqu'un qui nous fait sentir aussi, et qui nous accompagne pour nous faire sentir. Donc si je mets ma main ici et que je fais, ça va être beaucoup plus parlant que si je te dis, alors maintenant tu relâches, parce que juste le mot en lui-même, voilà. Et donc quand on est en tai chi, et en fait le 10% Dissolve c'est ça, c'est qu'il y a un contact, et donc en fait c'est moi, ma pratique à moi, mon état que je fais partager avec quelqu'un, et en lui montrant, tu sens ça, pour que lui il apprenne à le faire. En gros c'est un truc comme ça. Je l'amène avec moi dans mon voyage de libération, pour qu'il puisse sentir ça, qu'il s'habitue à cette sensation, et du coup, qu'il sent qu'il peut le faire. Et qu'en fait, il suffit de, ok, juste, Et après, il y a bien sûr comment tu peux l'appliquer dans la vie, etc. Mais je pense que c'est important de côtoyer ou d'apprendre avec quelqu'un qui a déjà une expérience. Bien sûr. Mais ça, c'est pour tout, hein, de toute façon. Tu vas prendre n'importe quel art. Toi, quand j'étais musicien, il a fallu que je sois entouré de super bons musiciens pour apprendre la musique, hein, c'est évident. Donc c'est un peu pareil avec ça, quoi. Alors,
Au regard de la situation actuelle, comment ça se passe avec justement le Covid, où j'allais dire que je crois que tu n'es pas considéré comme essentiel. Donc c'est un peu triste cette histoire, mais voilà. Donc le tai chi normalement, voilà, il y a un groupe et à Lyon, tu as le dojo, tu enseignes, etc. Donc comment ça se passe par rapport à la situation actuelle présente, comment tu envisages l'avenir vis-à-vis de ton enseignement, etc. Oh ben, tant que j'y suis obligé, je fais des cours par visio. Dès que je peux reprendre, je reprends. Dès que c'est possible de reprendre, je reprends. De toute façon, moi, ça m'inquiète pas, cette histoire. J'ai la chance d'avoir des élèves plutôt cool, mais de toute manière, vu ce qu'on fait, en fait, les élèves qui ont pas envie de faire, vu on est dans ce relâchement et on travaille ça, on travaille ça, on travaille ça, et apprendre à relâcher, ça veut dire aussi accepter de voir nos tensions. Donc, il faut être capable d'avoir un minimum de sincérité. On veut développer cette sincérité-là, c'est super important, cette intégrité. Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais c'est un des éléments qui m'a amené au champ indien il y a quelques années. Et, euh, et donc, ce que j'ai constaté, c'est que du coup, aussi en changeant d'école, il y avait ce passage-là, en fait, vers cette coolitude, en côtoyant des gens super cool, en devenant moi beaucoup plus ouvert, beaucoup plus cool. Et donc, finalement, c'est dans la réalité qu'on voit l'effet d'une pratique. Hein. Mm. C'est-à-dire, je me suis rendu compte en faisant ça à quel point, en fait, avant, j'étais tendu. Quand on se libère, en fait, on se rend compte qu'on était coincé, quoi. Et du coup, les élèves que j'ai maintenant, ben, c'est pareil, quoi. En fait, ils sont assez cool, quoi. Donc, voilà, ils suivent bien les cours en ligne et tout. Le grosse problématique pour moi actuellement, c'est surtout que c'est le début de l'année et que j'ai pas pu vraiment faire de la com pour développer les cours, quoi, comme ça se fait Bah écoute, tous les ans, cette quoi. émission tombe à pic alors. Voilà, cette émission, bah, Parce j'espère que, que ça aidera. bah, alors voilà, donc pour l'annonce, en tout cas concernant le tai chi, après on va aborder Dissolve Therapy, mais concernant le tai chi, donc là, tu as le programme de l'année 2021 qui début de l'année, les inscriptions se font là, vont se faire là. Pour le En coup, fait, donc, normalement, les inscriptions sont en septembre, mais cette année, j'ai un peu changé. C'est-à-dire que j'ai un cours débutant qui me permet d'intégrer les gens toute l'année. Parce que un cours mix avec tout le monde, c'est un peu compliqué pour les débutants d'intégrer dedans. Et j'ai fait un cours aussi qui est un petit peu plus court. Ça permet de rentrer dans la pratique de manière un peu plus cool, de se rencontrer aussi, de voir un peu l'ambiance et tout ça. Et c'est assez important. Et, donc je disais aussi ouais, que le tai chi, c'est assez difficile à plein de niveaux, et notamment dans ce travail d'apprendre à relâcher, à libérer les tensions. Euh, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de pratiques qui apprennent, alors dans les arts martiaux par exemple, à utiliser la force de contraction plutôt que le relâchement. Donc ça c'est une chose déjà. Donc en fait on va pas dans le bon sens, on utilise notre réaction normale, naturelle, de contraction pour se défendre. Donc, par contre c'est efficace beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que le tai chi, si c'est notre objectif. Mais dans aussi le développement personnel, la spiritualité, etc., il y a un écueil aussi que je rencontre assez souvent, et c'est normal, et je pense qu'on passe tous par là à un moment donné, c'est qu'en fait on fait ça pour fuir, donc on veut fuir la souffrance. Donc quelque part c'est normal, on veut aller vers la joie, la libération, mais d'un autre côté il y a une forme de souffrance, on va dire notamment physique, c'est-à-dire que le corps va souffrir, on ne peut pas l'éviter. Et donc quand on s'aperçoit que l'esprit est tout le temps en train de fuir ça, et donc il est tout le temps en train de s'agiter et de se contracter face à ça, ça marche pas. Ça marche pas. Et dans le tai chi, on fait un travail où on va avoir mal, notamment aux cuisses, on va avoir les cuisses qui crament sérieusement, mais notamment, et donc ça c'est vraiment particulier dans notre école, c'est la seule école où j'ai vu autant d'emphase là-dessus, c'est vraiment au centre de la pratique. Adam Missner, vraiment, son enseignement il est focalisé sur, dans un premier temps, développer profondément la capacité à relâcher les tensions, à libérer la chair des os, tu vois, à ce que ce soit plus complètement tendu. Et donc, c'est de, malgré la douleur, continuer à avoir l'esprit calme, tranquille et à relâcher. Donc, ça veut dire que même sous pression, on continue à relâcher. Et donc, après, dans le travail à deux, avec partenaires, etc., c'est ce qu'on va continuer de développer. Donc, l'entraînement, ouais, il est difficile, mais quand on trouve la joie de cette libération, c'est cool, quoi. Mais quand on démarre, au début, on s'attend pas forcément à ça. Tu sais, il y a plein de gens qui ont l'image du tai chi, les gens en pyjama dans les parcs qui font des super. Et donc on mouvement. imagine Ouais. qu'on va faire un truc comme ça, qu'on va un peu planer et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, on vit
en gros, un humain, il vit là, dans la tête, enfin, je sais pas où, par là, et en haut, on est coincé, tu vois, au-dessus du plexus, et émotionnellement, on est coincé là. Tu vois, par exemple, ce matin, ce matin, je sais pas, vers midi et demi, je me dis, tiens, c'est bientôt l'interview, et donc, il commence à avoir une petite pression qui arrive, tu vois, enfin, en tout cas, c'est perçu comme une pression. Et en fait, tout de suite, quand tu es attentif, dans les épaules, il y a un flottement qui commence à apparaître. Donc là, on sent qu'en fait, l'émotion, elle va se stagner là. Et donc, on lâche les épaules. Et donc, on a beaucoup de mouvements, notamment pour ouvrir et libérer les épaules. C'est super, super. Vraiment, super. Et donc le fait de le faire, j'allais dire, à distance, entre guillemets, en visio, c'est pas un handicap, tu vois pas ça comme étant quelque chose de contraignant. Alors c'est sûr que ça serait mieux, j'imagine, hein, de se réunir, hein, c'est plus convivial, mais bon. C'est beaucoup moins bien. Maintenant, voilà, hein, on fait avec ce qu'on a, comme là, tu vois, on est en train de discuter comme ça aurait été mieux de se voir. C'est pas si pire, je dirais, surtout que j'ai quand même démarré les cours. C'est-à-dire que ceux qui sont en visio, ils ont déjà eu des cours en vrai avant, même les débutants, on a eu peut-être un mois et demi de cours avant que ça passe en visio. Donc voilà, il y a quand même eu un vrai contact avant. Maintenant, si, j'ai quand même eu une personne qui était en phase d'essai, qui a arrêté parce que la visio, ça lui allait pas, parce qu'elle avait besoin de sortir de chez elle en fait aussi. Ouais, je comprends. Mais voilà, mais ça après, en tout cas, faut pas que ça dure trop, quoi. Ouais. En tout cas, ce que je note, c'est qu'au regard du stress généré par la situation actuelle, ton invitation en visio chez soi à se faire ces séances, c'est combien de fois par semaine? Alors là, en fait, du coup, je propose donc j'ai 2 séances pour les débutants par semaine et 2 séances pour les pas débutants par semaine aussi. Et ceux qui ne sont pas débutants, ils peuvent faire tous les cours qu'ils veulent. Et j'ai un cours que j'appelle Qigong aussi. On fait la base en Tai Chi Ouais. le matin. Enfin voilà, après, chacun. Mais En ça, tout c'est cas, pour mes élèves. d'accord. En tout cas, pour les débutants et pour la prochaine année là, donc qui commence là en janvier, ça peut être l'occasion de faire une pratique, d'apprendre à écouter son corps, de libérer ces fameuses tensions, à être dans ce relâchement dont tu parles. Et puis donc, j'allais dire même de te poser des questions par mail, par téléphone. Tout se trouve sur l'article qui t'est consacré sur Immedia. Donc voilà, ou alors tout simplement parce que y a le site internet que les internautes voient là sous la vidéo. Donc ils peuvent directement aller dessus et puis prendre contact avec toi pour te poser les questions qu'ils pourraient avoir. Concernant Dissolve Therapy, alors Dissolve Therapy, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, même au sein du Tai Chi Chuan, comme en tout cas une sorte de pont, une corrélation entre les deux. Alors, d'où ça vient et combien vous êtes en France à pratiquer et qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, donc moi je fais partie, comme je disais tout à l'heure, de l'école. En fait, non, je n'ai pas dit le nom de l'école. Je suis donc enseignant de Tai Chi pour l'école Heaven Earth, qui est une école internationale. Donc moi je suis la branche lyonnaise pour le Tai Chi. Et donc Adam Missner, il a en même temps cette compétence en Tai Chi Chuan. Il est français, américain? Il est australien à la base. Ah d'accord. Et en même temps, il a une pratique profonde de la méditation. Donc en fait, dans son enthousiasme, voilà, je vais garder ce mot-là, de transmettre le Tai Chi dans le monde, il a créé un programme en ligne qui s'appelle Discover Tai Chi. Et donc, voilà, pour les gens qui ne peuvent pas avoir de cours à côté de chez eux, qui n'ont pas de prof à côté de chez eux, il y a quand même ce programme en ligne. Et puis, on peut faire le programme et en même temps faire des stages de temps en temps, etc. Puisque je rappelle que le contact, il est quand même super important. Et maintenant, il vient tout juste là, de sortir un programme en ligne de méditation qui s'appelle discovermind.com. Et donc, en gros, c'est comment développer les qualités mentales progressivement, étape par étape, pour aller jusqu'au samadhi. C'est. Alors, excuse-moi, hop. Oui. Quand tu dis que la pratique pour développer, pour aller jusqu'au samadhi, alors est-ce à dire que lui-même a touché ce que certains donc appellent le samadhi ou l'éveil? Est-ce que tu penses qu'il est éveillé ou qu'est-ce que ça implique là, ce que tu es en train de nous dire? Alors, le problème du mot éveil, c'est que chacun. Il met ce qu'il veut, mais c'est pour ça que je t'arrête là. Et voilà, samadhi, c'est bien spécifique aussi. Hein. Satori, samadhi. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent éveillés, qui ont juste connu un samadhi. Ouais. Donc après, ça dépend dans les traditions, qu'est-ce que veut dire ce terme, etc. Donc, samadhi, c'est l'état d'union. Voilà. Après, moi, je ne veux pas en parler plus parce que je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas.
pour l'instant. Mais lui, oui, c'est clair qu'il n'enseigne pas ce qu'il ne connaît pas. Donc s'il enseigne ça, c'est que... En fait, il est disciple laïque de... Alors j'ai peur de mal prononcer son nom. Luangpo Jamnian, qui est un maître Tibétain. bouddhiste Theravada, Theravada, ok. ouais, donc thaïlandais. Et donc il lui a je sais pas, demandé, enfin je sais pas exactement après comment c'est passé, mais de transmettre cette tradition-là, quoi. Et, euh, et donc il a fait ce programme de méditation, effectivement, qui est censé donc, nous amener jusqu'à tout ce qu'on peut faire en fait en termes de pratique. Jusqu'à un moment donné, il ne peut pas aller plus loin, c'est nous de faire le boulot, mais pour amener jusqu'au samadhi. D'accord. Donc là, Alors qu'on c'est... appelle samadhi dans certaines traditions. D'accord. Donc, quand on parle de dissolve thérapie, est-ce qu'il s'agit de cette pratique de méditation? Oui et non, non, en fait, il y a ce programme de méditation et Dissolve Therapy, ça a été mis en place et développé par Andy Mack, qui est donc son élève. Donc en fait, ça vient du Ouais, la même même endroit, lignée. ça vient ouais, de la même idée d'Adam Misner et puis aussi de ce maître bouddhiste qui, juste pour anecdote assez marrante, enfin marrante, impressionnante aussi, c'est que ce maître bouddhiste, il a porté pendant très longtemps, je ne sais pas s'il le porte encore, mais sur une épaule, il avait une espèce de ceinture avec plein d'objets qui représentaient 60 ou 70 kilos. Et il porte ça à longueur de journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant au moins 10 ans, il portait ça. Et donc, en fait, il nous expliquait, c'est ça, il a commencé à mettre ces poids-là pour en fait apprendre à relâcher malgré la pression. Et quand on le côtoie, apparemment, c'est vraiment un soleil, quoi. Et donc, moi, quand je côtoie Andy ou quand je côtoie Adam, c'est pareil, en fait, ça me fait le même effet. C'est-à-dire que je sens cette ouverture, cette joie, ce relâchement qui est vraiment très important. Et donc, Dissolve Therapy, si tu veux, je parle en mon nom là maintenant, c'est pas forcément dit comme ça, mais je parle en mon nom. Pour moi, c'est une manière de développer certaines qualités qui sont essentielles, notamment en méditation, dans les arts internes, dans la méditation. Je dirais à quelqu'un qui veut apprendre à méditer, s'il a jamais rien fait avant, il va galérer, il va peut-être arriver à rien faire parce qu'il va lui manquer des qualités indispensables. Souvent, il y a des gens en fait qui tombent dans des écueils interminables parce que par exemple, tu vois, si je prends l'idée de l'amour universel, ça m'arrive assez régulièrement de voir des gens qui me parlent d'amour universel. Si tu regardes à la réalité, tu regardes concrètement leur vie, tu te rends compte que déjà ils ont du mal avec eux-mêmes. Ils ont du mal juste à être bienveillants avec eux-mêmes. Ils ont du mal à être bienveillants avec leurs voisins, tu vois. Et ils vont parler après d'amour universel. Donc en plus, ça crée une espèce de conflit interne entre leur philosophie, ce qu'ils imaginent, et la réalité, en fait. La réalité, c'est que non, ils ont beaucoup d'aversion, en fait. Et donc, on a besoin de développer à un certain niveau cette bienveillance, cet amour universel. Donc, dans cette tradition, on appelle ça metta, déjà avec soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, c'est évident. Et, et que ça, par exemple, c'est une qualité indispensable si on veut aller loin en méditation. Les gens qui méditent profondément, c'est des gens qui ont beaucoup de cette qualité-là. Parce que si tu as beaucoup d'aversion, ton esprit n'est pas tranquille, il est tout le temps en train de... C'est clair, bien sûr. Juste, par exemple, ah, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au genou, quand tu es en posture, etc. Donc, ça ne peut pas marcher. Et Dissolve, c'est une méthode qui va permettre de développer, entre autres, cette douceur. En fait, c'est amené avec la douceur, mais c'est amené comme ça. Douceur, relâcher, comment libérer, comment voir la réalité, c'est-à-dire sentir les tensions qui disparaissent et le vide qu'il y a après ces tensions. Des choses comme ça, on peut appeler Vipassana. Et en fait, du coup, sans qu'il y ait ces mots-là, derrière Dissolve, ça va apprendre à concrètement développer des qualités vraiment importantes. Si aussi, après, on veut aller plus loin en méditation. C'est pour moi des qualités de base, ne serait-ce que pour améliorer sa vie, mais aussi pour amener beaucoup de profondeur dans sa pratique. Et ce qui est marrant, c'est que ce soit dans le tai chi, puisqu'on travaille le relâchement dans le tai chi aussi, c'est juste que Dissolve, c'est un angle un petit peu différent. Alors, on va l'amener d'une manière un petit peu différente, et puis il y a le soin, il y a une manière qui est un petit peu, juste un angle un peu différent, mais on vise exactement la même chose, quoi. Et le nombre de fois où j'ai enseigné à des gens qui pratiquaient le Qigong ou même la méditation pendant longtemps, même des profs, des gens qui faisaient des sophrologues, etc. Et quand en fait je leur explique, on pratique ensemble le processus de dissolve, de comment relâcher, ils me font mais on m'a jamais dit ça. Alors que c'est d'une simplicité incroyable.
Mais en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu l'as pas expérimenté, on t'a pas accompagné là, ben, tu sais pas en fait que ça existe. Et donc en fait, on crée des process assez complexes, alors que Dissolve, c'est ultra simple. Alors, en quoi ça consiste? Mais alors, quand je dis concrètement, c'est concrètement. C'est-à-dire que si je vais faire une séance de Dissolve thérapie avec toi, qu'est-ce que tu m'invites? C'est quoi le protocole? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Dissolve, il y a plusieurs choses. Ça peut être un cours privé, ou une consultation en ligne, un accompagnement en ligne. Ça va se ressembler un peu. Donc, c'est-à-dire que là, on peut prendre rendez-vous, on se voit comme là, tu vois, et je fais un accompagnement en ligne. Quand on fait un accompagnement en ligne ou en cours privé, en gros, ce que je veux, c'est que tu sortes de ta tête et que tu ailles dans ton corps. Donc, déjà, la première chose, c'est de euh, court-circuiter ta tête, quoi. En gros, c'est une expérience intéressante que je fais. J'ai une formation que j'anime, alors ça, c'est mon truc aussi, mais forcément imbibé de tout ça, où on fait cette expérience. Je donne le secret maintenant là, de cette expérience, vous pouvez tester. Je demande aux gens de raconter. Je sais pas si je devrais le dire. Voilà, c'est pas grave, tant pis. C'est juste que les gens qui vont faire la formation, ils sauront déjà ce qui va se passer. Ils auront déjà eu des expériences. Bah ouais, ça restera le mental qui aborde Ouais, le chose. faut la faire. Ouais. Non, vous pouvez tester, franchement, c'est super intéressant à faire. On prend on pense à une situation où on s'est mis en colère, tu vois, de quelqu'un par exemple qui nous a dit un truc qui nous plaît pas, ou tu vois une situation voilà, où ça nous a ça peut être l'État en ce moment, hein, l'État ou je sais pas un truc. Et puis on commence à raconter à quelqu'un. On commence à raconter oui tu vois il s'est passé ça, il m'a dit ça, tu te rends compte mais pourquoi il m'a dit ça? Sauf que en faisant ça on va relâcher la mâchoire. Tu vois, on laisse fond aussi les muscles, on relaxe la mâchoire et tu racontes la même histoire. Et si tu fais ça, ce qui est super marrant, c'est que tu n'as même plus envie de la raconter ton histoire en fait. Elle devient inintéressante. Parce que tu n'as pas l'émotionnel qui vient avec. Tu vois? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on répète notre histoire, donc quand on la raconte, on est en train de réanimer l'émotionnel qu'il y a derrière. Le système nerveux, il se réhabitue à enclencher ça. Et c'est comme ça qu'on entretient des habitudes. On s'énerve contre quelqu'un, on rentre chez soi, on raconte, on réactive, et on réactive, et on réactive, encore, on crée une habitude dans notre système nerveux. Donc nous, on va abandonner ces habitudes-là pour générer une nouvelle habitude qui est, tu vois, d'être là et juste de relâcher. Donc en gros, la première chose, c'est, ok, ça va, ouais, et si la personne elle commence à me parler, je fais, ok, juste fais un mouvement, et en fait, c'est assez à l'intuition, c'est-à-dire que j'ai plein de mouvements, j'ai plein de choses possibles, et en fonction du moment de la personne, eh ben, je vais juste lui proposer, je vais lui dire, amène ton esprit ici, fais ça, relâche, ok, et en fait, je vais l'accompagner pour qu'elle sente son corps, qu'elle sente l'espace qui s'ouvre, le relâchement et la joie à ressentir ce relâchement. Tu vois, quand là aujourd'hui il fait pas beau chez moi là, et nous souvent on peut dépendre un peu du temps qu'il fait dehors. Et, euh, et imagine un ciel super nuageux comme ça. Et d'un coup il y a un petit trou, un petit espace dans les nuages, il y a un petit rayon de soleil. Et je fais waouh, tu vois, il n'y a pas besoin qu'il soit complètement dégagé en fait le ciel, juste un tout petit rayon. Et ça suffit à générer cette joie. Et c'est juste que si j'y fais pas attention et que je sors et que je fais pas gaffe à ça, que je fais juste il fait pas beau aujourd'hui. Je vais pas voir ce petit rayon de soleil et juste je vais continuer dans mon schéma, tu vois. Si maintenant je suis capable de revenir ici, de sentir que par exemple ici ou mon visage, je fais ça fond, tu vois, ça relâche, c'est plus spacieux, qu'il y a plus de liberté et que mon esprit au lieu de vivre ça comme une expérience qui passe, comme si il s'était rien passé, tu vois, sous-estimer ça, je vais juste faire waouh, ça fait vraiment du bien. Mon esprit en fait, il va commencer à s'habituer à voir ça et à être là. C'est une histoire de où il est mon esprit en fait. Où est-ce qu'il est placé? À quel endroit? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder dans mon expérience? Et si je m'habitue à observer cette ouverture, cet espace, petit à petit, c'est une autre expérience que je suis en train de vivre, quoi. Et du coup, ça va être exponentiel. Parce que plus je vais ressentir la joie, plus je vais pouvoir relâcher, plus je vais pouvoir relâcher, plus ça va s'ouvrir, etc., etc., et que ça devient exponentiel. Encore une fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous guide là-dedans, qui lui-même a fait un certain chemin pour qu'on ressente, hein, à travers, au-delà de juste des mots, et qu'on s'habitue, qu'on rentre dans cette habitude. Tu vois, c'est comme ting. Donc moi j'ai un rappel, ça c'est un autre secret que je donne tout le temps, peu le font. J'utilise un timer, mon téléphone, et il sonne tous les X temps, ting, et à chaque fois que ça sonne, je fais ça. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai réalisé à un niveau supérieur à quel point en fait on faisait
Tu vois, ces trucs Oral, ouais. plein de fois dans la journée. Et à chaque fois, on fait ça. Et donc, quand tu commences à. C'est parce que t'es pas là, en fait, quand tu le fais. Tu vois, l'attention, c'est un peu comme une cloche que tu sonnes, ting, et puis le son petit à petit diminue. Donc, le moment où tu pratiques, je sais pas, je m'assois et je commence à pratiquer, c'est le moment où je sonne la cloche. Quand je me lève et je commence à vivre ma vie, le son, il va s'atténuer petit à petit. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que le son, il dure tout le temps. C'est-à-dire que mon attention, elle soit toujours là. Donc, je mets un timer, mon téléphone, il fait ting régulièrement dans la journée. Et en fait, ça ramène mon attention, ça ramène le relâchement. Ce qui fait que quand je fais, au lieu de pas le voir, je le vois que je suis en train de faire ça. Ou que je vais le faire. Et du coup, je le fais pas, et à la place, je me rends compte de ce que j'allais faire. Ça me fait rire parce que c'est. Tu vois, je vois mon attitude. Et Ouais, bien sûr. banal, c'était un truc. Voilà, et juste à la place, je fais. Voilà. Et je suis en train de créer une nouvelle habitude. Et je deviens quelqu'un de différent jour après jour, en changeant dans le sens où je veux, parce que ce que je veux, après tout, c'est la libération. C'est juste me libérer du stress, de la pression, être plus ouvert, joyeux, etc. C'est simple en fait. Hein. Alors, Pas besoin d'aller chercher des trucs. Ah, compliqué, hein, ouais, profiter de l'instant présent. Alors, j'entends Dissolve Therapy, là, dans une pratique telle que tu le décris là, alors, de connaissance de soi, parce que quand je vois poindre les tensions, les raillements, etc., que ça me parle beaucoup, hein, donc en voyant, entre guillemets, tous mes jeux de rôle que je me crée, tous ces manquements, ces râlements, toutes ces casquettes-là égotiques, et que j'en arrive à les devancer ou je les vois venir, parce que justement je commence à sentir poindre la tension en moi qui va aller avec le circuit blabla mental, bah forcément je peux plus facilement les accueillir, les transmuter à travers un... Allez, viens, amène-toi, on va rigoler un peu. Donc, outil de connaissance de soi. Est-ce que cela peut, entre guillemets, s'appliquer sur, j'allais dire, un bagage mémoriel issu du passé, des traumas, etc. Je donnerai des exemples, perte d'un proche, des viols peut-être, des accidents, la vie d'une manière générale, voire des fois le côté transgénérationnel dont j'ai même pas conscience. Est-ce que tu peux répondre, j'allais dire ponctuellement, à quelqu'un qui viendrait te voir en rapport avec une de ces thématiques par exemple? Voire des maladies peut-être aussi, ce serait intéressant. Les tensions physiques, les douleurs. Ouais. Donc encore une fois, juste, je précise, c'est pas qu'un outil de connaissance de soi. Connaissance, c'est un aspect. C'est connaître ce qui se passe et libérer. Vraiment, dissolve, donc dissoudre, en fait, c'est ça, c'est libérer. Et je précise aussi que c'est pas philosophique. Tu sais, c'est pareil, j'imagine, le nombre de gens que tu as dû rencontrer. La différence entre... des fois, les gens qui font ah oui, mais moi, je laisse couler. Hein. Moi, je laisse couler. Hein. Sauf qu'en fait, si je regarde leurs yeux, si je regarde leur visage, si je regarde leur corps, c'est juste plein de tension, en fait. Donc non, ils ne laissent pas couler. C'est pas philosophique. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de... Quand je vois la tension, ou la contrariété, ou le refus, etc., je vais pas juste me dire que c'est OK. En fait, je vais venir sur une partie de mon corps et peu importe. En fait, j'ai même pas besoin d'aller voir où est-ce que ça se crispe. J'ai même pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin d'aller dans n'importe laquelle partie de mon corps et relâcher. Et en fait, je suis en train de faire autre chose à la place de me contracter. Parce que je peux pas en même temps refuser, tu vois, être en opposition avec ce qui se passe et en même temps relâcher une partie de mon corps. Je peux pas faire les deux en même temps, en fait. C'est l'un ou l'autre. Donc, je suis en train de transformer ma façon de réagir à ce phénomène, à cette personne, à cet événement, etc. Donc, là, c'est juste, je précise ce truc-là. Et donc, le soin, si on n'a pas parlé du soin, donc le soin, c'est là, tu es allongé, il y a un contact, on va travailler pour commencer sur les organes, après, on peut travailler sur n'importe quelle partie du corps. Et comme je disais, c'est juste que par le contact, en fait, le thérapeute, et c'est pour ça que c'est super important, un dissolve thérapeute, c'est quelqu'un qui s'entraîne et qui pratique tous les jours, qui s'entraîne à ça parce qu'en fait, il amène quelqu'un dans son expérience. Si moi j'arrive dans mon soin et que je suis voilà, il y a plein de bouchons et j'arrive comme ça va pas marcher en fait parce que le relâchement il se transmet. C'est comme quelqu'un énervé qui rentre et qui va un peu, comment on dit, contaminer tout le monde. Ouais, je vois tout à fait, voilà. ouais, je vois bien l'image. Voilà, c'est la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que si la personne est agacée, elle rentre. Et moi, je commence à faire, qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il est énervé et tout? En fait, je suis en train juste de faire comme lui. Je suis en train de m'énerver comme lui.
si à la place, je suis capable de voir ça puis de faire comme ça, peut-être c'est moi qui vais faire l'inverse, ça va peut-être le calmer. Et en fait, aujourd'hui, c'est un moteur énorme pour moi parce que il m'a fallu peut-être 10 ans de pratique pour un jour commencer à me dire, ok, maintenant, je vais partager, je vais pouvoir peut-être aider les autres aussi. Et donc, maintenant que j'ai un fils, bah, c'est un moteur énorme. Parce que je me dis, si je ne le fais pas pour moi, au moins, je lui montre autre chose, en fait. Je suis autre chose. Et c'est une autre qualité qui se transmet. Donc, du coup, dans le soin, c'est comme ça que ça marche. C'est que moi, je fais le job, mais en même temps, je veux que la personne, elle sente ce qui est en train de se passer. Et elle sente qu'elle aussi, elle peut le faire. Bien sûr, je la guide d'une manière bien spécifique pour qu'elle fasse le lien et qu'elle sente qu'elle puisse faire ce relâchement. Et donc, ça va lui permettre de développer et sa capacité à sentir ce qui se passe et sa capacité à relâcher et à libérer. Et c'est encore une fois les deux capacités essentielles pour n'importe quelle pratique. Si on veut faire n'importe quelle pratique spirituelle, c'est une base essentielle. Ça ne sert à rien d'aller faire des trucs complètement alambiqués, même tu vois, en Qigong, des fois, de faire, essayer de faire circuler du Qi et tout ça, alors que le corps il est tout noué. C'est juste, ça ne peut pas marcher, quoi. Et donc, ouais. Alors, je reviens sur la question que je t'ai posée. J'ai pas répondu du coup. Bah, oui et non, mais là pour le coup, tu as ouvert sur la séance en elle-même, c'est-à-dire que une séance, donc ça implique que les gens se déplacent, donc toi tu es à Lyon, donc pour tous ceux et celles qui sont dans le coin, peuvent venir te voir, ça pour le coup je crois que c'est essentiel d'aller voir un thérapeute. Donc bon voilà, pour l'instant c'est possible, on peut prendre rendez-vous avec toi, ça c'est une chose. Quand tu parlais de la séance où toi tu es en lien avec la personne, tu vois avec les tensions, et il s'agit de la rendre autonome, c'est-à-dire que le travail que tu vas pouvoir l'aider à capter d'elle-même sur le ressenti de la tension vis-à-vis d'un trauma par exemple, de relâcher cette tension-là par la suite quand elle sera seule avec elle-même. Alors je te donnais certains exemples. Donc viol, forcément des tensions dans le corps, voilà, on en trouve. Trauma, des accidents de la route ou que sais-je encore, puisque la mémoire du corps là aussi très forte. Voir le côté transgénérationnel. Et dans quelle mesure est-ce que tu peux, au moment de la séance, aider quelqu'un qui a ce bagage-là, alors je sais pas, je vais rien d'effleurer de la chose, mais je pense que tu y as répondu dans une certaine mesure. Donc est-ce que tu peux nous répondre peut-être un peu plus, avec un peu plus de détails? Yes. Ok. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, quelque chose qui s'est passé dans le passé me pose problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le fait qu'on m'ait tapé dessus à 15 ans, je sais pas, c'est une connerie, tu vois. Je me suis fait, allez, je vais prendre un truc pas trop lourd, comme ça, c'est plus facile. C'est pour l'exemple. Voilà, pour l'exemple. Il y a un copain d'école, il m'a tapé, tu vois, il m'a mis au sol et puis il m'a foutu des coups de pied gamin. Et aujourd'hui, ça me pose encore problème. Pourquoi ça me pose encore problème aujourd'hui? Eh bien, pourquoi? Parce que je me répète cette histoire en boucle dans ma tête. Ce qui va se passer, par contre, c'est que soit je me la répète en boucle consciemment, donc vraiment je le sais en fait que je me raconte cette histoire, je l'entretiens tout le temps, autour de moi, etc. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait je suis en train d'engrammer, je suis juste en train de... En fait à chaque fois que je la raconte cette histoire, je suis en train de la revivre. Donc, en fait juste je suis en train de la perpétuer. Ok. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe, mais ça peut se passer de manière inconsciente. Donc le problème c'est la même chose, c'est juste que j'ai pas conscience, mais en fait derrière, quelque part, en moi, il y a cette histoire qui est en train de se raconter quand même. Et des fois, il y a même des histoires qu'on a oubliées, mais qu'on continue quand même de se raconter, parce qu'on en a, voilà, c'est à un certain niveau. Mais le problème, c'est qu'on se la raconte encore. Et donc, bien sûr, pour moi, c'est la même chose avec les mémoires karmiques, ou des mémoires en tout cas d'autres vies qu'on peut porter, et qui sont aussi des histoires qu'on se raconte, encore à l'heure actuelle, si tu veux. Et le fait de tout le temps m'en rappeler, d'en discuter, d'en reparler, en fait, ça va pas... Je dis pas que dans un cheminement, à un moment donné, il y a besoin de faire certaines choses qui passent par le dialogue, mais en tout cas, c'est pas comme ça que fonctionne Dissolve. C'est au contraire, en fait. Si on va arrêter de raconter encore et encore et encore cette histoire, on va juste arrêter de parler et à ce que notre esprit, notre attention, elle soit ailleurs. Parce qu'en fait, quand je dis qu'on se raconte une histoire, c'est aussi que notre attention, elle est
dessus, même si c'est inconscient. C'est bizarre ce que je dis, mais il y a une partie de notre attention qui est quand même absorbée par cette histoire et qui en plus la crée tout le temps. Donc ça fatigue, en fait, ça crée une multitude de problèmes parce que ça monopolise énormément de ressources pour raconter toujours cette histoire et beaucoup d'attention qui est prise dans ce scénario. Donc du coup, j'ai du mal à être attentif juste à ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a des personnes, leur système nerveux, il est juste comme ça tout le temps. Et donc ça peut prendre un peu du temps. Mais ce qu'on veut, c'est pas juste raconte-moi encore ton histoire, etc. C'est pour ça que je te disais, on va essayer de court-circuiter assez rapidement. Et juste, ok, tu sens ici, ok, tu sens ça relâche, tu sens la joie, etc. On va mettre l'esprit dans dans autre chose. Le problème parfois, c'est qu'on prend plaisir à nos scénarios et qu'on peut prendre plaisir à nos propres malheurs, en fait, à raconter nos malheurs. Ça, je crois que c'est ado. Un jour, j'étais avec mon meilleur ami, on discutait, tu sais, quand t'es ado, des fois, voilà, tu refais le monde. Ouais. Et un jour, j'ai vu ça chez moi, en fait. Je pense que c'est un des éléments qui a fait que plus tard, j'ai décidé de faire un cheminement. J'ai réalisé que, en fait, je prenais un plaisir à mes mélodrames. J'avais un plaisir dans mes mélodrames. Je fais, bah ouais, bah tu vas pas t'en sortir si tu y trouves un espèce de confort, de plaisir, et en fait, t'aimes bien. Tu sais, c'est comme on raconte, ouais, c'est pas ce qu'il a dit. Tu vois, il y a comme une forme de plaisir. Ouais. Pourquoi la télé-réalité a tant de succès? Ah ouais, on se raconte. Tu regardes les autres et ouais, lui il fait ça et machin, et t'es en train de commenter ce que font les autres. C'est juste c'est parce que c'est tellement facile d'être en dehors de soi en fait, d'avoir l'esprit ailleurs. En fait, notre tendance c'est de fuir tout le temps. Et c'est pour ça on fait que fuir tout le temps. Dès qu'on a la possibilité, aujourd'hui on a tellement de possibilités de fuir avec les téléphones et tout que c'est trop facile quoi. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste revenir là, voir ce qui se passe, juste relâcher. C'est juste une contraction en fait. La base de Dissolve, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu prends n'importe quel problème émotionnel et que tu retournes à la source de pourquoi c'est comme ça, à la base, il y a juste quelque chose. Il y a la libération et la crispation. Donc, on veut revenir à juste cette source-là et juste relâcher et libérer cette tension. Et ça, c'est valable sur tous les corps, n'importe quel plan, que ce soit que le problème vienne de mémoire, d'ancienne vie ou n'importe quoi. Au final, ce problème-là, entre guillemets, il est dans le corps et c'est une tension, une crispation. Et dans l'esprit aussi, mais... Ouais. Donc en fait, finalement, juste pour finir, moi, il y a plein de trucs où j'avais commencé à m'intéresser à la transgénérationnelle, à regarder mon arbre et tout ça. J'ai vu des trucs, j'ai commencé à faire oui, c'est pour ça et tout. Et là, j'ai commencé à être angoissé. Alors, je précise que je n'étais pas accompagné, je le fais tout seul. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas ça et tout. Hein. Je n'ai pas d'avis spécial. Après, chacun fait... De toute façon, chacun ira où il veut, dans tous les cas. Ouais, de toute façon. Voilà. Mais pour moi, en tout cas, ce que ça a généré, c'est plus de tension, parce que j'ai vu que tel aïeux, il est mort genre presque à mon âge. Lui, en plus, je crois que j'ai un lien avec lui, il est mort à presque mon âge et tout, et puis d'un truc cardiaque. Donc dès que j'ai mon cœur qui faisait des trucs, je commençais... En fait, il y a une angoisse qui a commencé tu vois, à apparaître dans mon esprit. En fait, mon attention, elle était un peu focalisée là-dessus, et ça m'a juste fait stresser. Ma femme, elle avait fait pareil, elle était juste pire, en fait. Et quand j'ai découvert Dissolve, j'ai rencontré Andy, en fait, avant même que je sois formé à faire Dissolve thérapie, il m'a dit 2-3 trucs. Comme ça, tu vois, l'air de rien. Sauf que moi, je suis du genre à appliquer des choses, tu vois. Donc en fait, j'ai tout de suite appliqué ce qu'il m'a dit. Et là, en fait, j'ai juste fait ah. En fait, tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est ah. J'ai commencé à faire ça, et là, ça fait pouf. En fait, j'ai commencé à voir que toutes ces années où je m'étais pris la tête, tu vois, l'effet miroir, oui, alors... lui, s'il fait ça, en fait, c'est moi, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et là, en fait, je commençais à alimenter le mental. Analyser, ouais. Et en fait, au final, si je regarde en 10 ans ce qui a changé, je dirais pas que j'ai pas changé du tout, bien sûr, mais ça n'a rien à voir, quoi. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est juste, ça a été complètement changé. On en revient, t'en reviens à l'essentiel. Exactement. Et les gens, et c'est là où c'est important, c'est que c'est pas fantaisiste, c'est que les gens autour de moi, il y en a, ils me disaient, mais t'as fait quoi? Ou, tu vois, j'allais prendre des cours de chant Drupal à ce moment-là, il y a 2-3 ans là, et j'avais des collègues, c'est des cours collectifs, et je les connaissais que depuis 2-3 mois quoi. Et il y en a une qui me dit ouais, faudrait que je vienne faire du truc là, du qigong, je sais pas quoi, je sais pas ce que tu fais là. Je fais bah, c'est du tai chi, elle me dit oui bah ça là, faudrait que je vienne parce que t'as l'air bien et tout. Puis moi je fais bah je sais pas, ouais d'accord. Enfin, c'était un peu ok. Puis quelqu'un d'autre à côté il fait ouais dis donc. T'as vachement changé depuis 3 mois et tout, machin. Je fais, ah bon, d'accord. Puis une troisième qui s'y met et tout. Et donc mon ami Arnaud, qui m'enseigne le chant indien, qui apprend le tai chi avec moi, donc c'est super intéressant aussi.
Et lui aussi, il m'a vu changer. Et ma femme, bon, je dis toujours, si c'est ma femme qui confirme, c'est que, c'est que ça doit être vrai. Ouais, je vois le Parce qu'en genre. fait, j'ai vraiment ce souci de réalisme, enfin que ce soit réel en fait. Et que ce soit, tu sais, des fois dans la tête, on peut se dire ça va vachement mieux, on connaît tous des gens comme ça. Et encore une fois, non, en fait, ça va pas mieux. Il y a même des personnes qui font des choses un peu farfelues et qui sont pires que des gens basiques normaux, quoi. Ils sont dans un état émotionnel pire. Et donc, moi, je m'assure quand même que je suis pas en train de complètement. Ouais, partir en sucette. Ouais, Et que ça reste concret. Les pieds sur terre. Ouais. Mm. Ouais, puis que si je me sens plus ouvert et plus cool et moins irrité, bah, les gens autour de moi, ils me sentent aussi moins irrité et moins tendu, tout ça, quoi. Donc en fait, ce qui se passe aussi, c'est que ça génère une espèce de foi qui grandit en fait. Et j'ai un enthousiasme, une foi pour cette pratique et cet enseignement qui est juste Bah ouais. énorme. Et plus t'as la foi, plus ça marche et ainsi de suite. Une question concernant les maladies. Alors donc là, on est vraiment dans le physique, hein, mais c'est intéressant parce que là, on voit comment relâcher les tensions. Donc, est-ce que tu as eu des personnes qui avaient des maladies dites graves? Alors, je sais pas, il y a des myopathies, cancer, ou tu sais, fibromyalgie, enfin les articulations. Donc, voilà. Est-ce que le fait de pratiquer la dissolve thérapie, là, pour le coup, peut aider, soulager? Alors moi, j'ai pas eu directement de gens qui avaient des problèmes comme ça autant, Ouais. pour l'instant. Mm. Cela dit, Christine, qui est une collègue suisse, parce que pour l'instant, donc, dissolve thérapie, c'est le début de. En Ouais. fait, Andy, il a fait ça pendant longtemps, lui, et il vient juste de commencer vraiment à À transmettre transmettre. tout ça, donc on n'est pas nombreux en thérapeute. Je suis le seul pour l'instant en France. Ouais. Et elle travaille dans les hôpitaux, et au moins dans un hôpital, et ouais, elle a aidé des gens, même pour la préparation à l'accouchement aussi, c'est super. Ah oui. Super génial. Bah, ma voisine, elle a fait la formation avant, elle a été enceinte en fait. Et elle m'a remercié plein de fois après parce que déjà ça l'a énormément aidé pendant l'accouchement. Et puis même après de dissoudre avec le bébé qui pleure et tout ça. Enfin bref, ouais, vraiment, ça l'a vraiment aidé. Je pense que oui, de toute façon, même si ça résout pas le problème, en tout cas, ça ne peut que aider à mieux le vivre. De toute manière. Regarde ce que j'ai dit avant, ça peut que juste. Voilà, Ouais. après, tout ce qui est vraiment problèmes physiques qui sont directement liés au stress, évidemment, tout ce qui est lié au burn-out, etc., évidemment, ça peut que être bénéfique. Moi, je rêve, alors je travaille un peu dans une entreprise hein, où je vais animer, donc c'est essentiellement des mouvements, c'est plus le corps, mais en fait, moi j'amène ça aussi. Ce côté de changer la manière dont ils sont attentifs pour être plus relax. Mm. Voilà. Et moi, je rêve de ça, tu vois, une entreprise où tout le monde fait ça. Tu vois, à longueur de journée où quand ils se croisent, ils font ça et tout. Et parce qu'en fait, comme c'est communicatif, tu vois, c'est contagieux en fait. Comme la colère est contagieuse, bah ça c'est contagieux. Et donc plus on est nombreux à le faire, et plus l'effet il est puissant en fait. Et c'est ça qui est génial. Et c'est une des manières dont je sais quand j'enseigne, je suis avec des élèves autour de moi, quand j'enseigne, quand les élèves font vraiment ce que je suis en train de leur dire, bah moi je le sens parce que en fait je le sens beaucoup plus moi-même, tu vois. C'est exponentiel, Ouais, c'est contagieux, ouais, vraiment. Mm. quoi qu'on fasse. Donc ouais. Quand tu es tout seul dans ton coin à faire ça, bien sûr c'est beaucoup plus dur. L'entraînement est plus dur. Et plus on a à le faire, plus c'est aidant et plus c'est facile. Alors Julien, on va Donc, bon, aborder la fin de cette émission. Une dernière concernant Dissolve Therapy. Donc, est-ce que des séances... Donc là, on parle de la thérapie, hein, proprement parler, puisque on voit que il y a deux angles distincts. La première, c'est que tu peux accueillir les gens par rapport justement à leur potentiellement leur trauma, leurs difficultés diverses et variées, j'entends physique, corporelle et autres, et puis t'en servir comme un outil de connaissance de soi en plus et de libérer les tensions. Enfin, les deux sont c'est des vases communicants. Donc bon, si on fait l'un, on fait l'autre indirectement, mais on peut venir spécifiquement quand on a une problématique, qu'elle soit physique ou autre d'ailleurs. Donc, quand tu reçois les gens en séance, bah, tu as leur corps, mais est-ce que tu peux faire les séances, j'allais dire entre guillemets, à distance?
Donc via Skype ou autre par exemple. Je pose la question, je me dois de la poser. Oui, je te disais tout à l'heure, donc moi je propose des consultations en ligne, enfin des accompagnements en ligne. On ne fait pas le soin en ligne. Voilà, donc c'est vraiment l'accompagnement Le avec soin, Skype. il passe par le contact. Voilà. Ouais, le soin, il passe par le contact physique. Alors qu'en ligne, c'est un accompagnement. Donc même si, bien sûr, on apporte quelque chose, même en ligne, il y a quelque chose qui passe, si tu veux, mais il n'y a pas le contact physique et le soin, il est basé sur le contact. Ouais. Bon, au moins, voilà, les choses sont dites, c'est clair. Donc, si jamais on a des questions à te poser, encore une fois, je renvoie tous les internautes à aller directement sur ton site internet, ou le lien, il se trouve là sous la vidéo que vous regardez présentement, ou alors directement sur la page d'Immédiat consacrée à Julien Desbordes. Vous avez toutes les informations, l'email, le numéro de téléphone, la chaîne YouTube, la page Facebook, voilà, la totale. Donc n'hésitez pas d'aller sur la page qui synthétise toutes les informations. Sinon, bien évidemment, sur le site, contactez Julien si vous avez des questionnements par rapport à tout ce dont on vient de parler. Julien, un grand merci pour avoir accepté entre guillemets, ce format, ce nouveau format, ce partage. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as pu véhiculer, ton approche, ton regard, qui, en tout cas pour moi, résonne énormément, et notamment sur la manière dont tu as de mettre en perspective la fuite que la plupart du temps on a, de rester, tu disais, là-haut, au-dessus du plexus, à ne pas avoir les pieds ancrés sur terre, à fuir la réalité, et c'est ce que tu nous invites à faire indirectement ou directement, hein, ça dépend si ça parle ou pas au mental, mais en tout cas c'est en prise directe, voilà, là c'est concret, c'est de l'expérience, que ça soit à travers le tai chi ou à travers Dissolve Therapy. Donc un grand merci à toi de tout être mis en transparence durant cette émission, Julien, pardon, et puis de pouvoir avoir peut-être la suite, un retour quant à cette émission et le regard que les internautes auront pu avoir vis-à-vis de cette dernière. En tout cas, un grand merci. Merci à toi, Laurent. Merci d'avoir accepté aussi de faire cette émission. C'est Écoute, vraiment cool. Moi, ça m'a plu aussi parce que je te suis quelque part. Enfin, j'ai vu pas mal d'émissions depuis, je sais plus quand, mais depuis un moment. Peut-être 2012, je pense, la première fois. Ah oui, il y a un moment, voilà. Effectivement. Avec Christophe Hamin à l'époque. Ouais. Et voilà, j'ai découvert là. Et donc, ouais, c'était vraiment sympa aussi. Donc, merci à toi. Écoute, je te souhaite bon vent, plein de bonnes choses à toi, on reste en contact de toute façon. Et puis, je me tourne auprès des internautes, pour tous ceux et celles d'entre vous qui ont apprécié cette émission super, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, au contraire un pouce vers le bas. Ce qui est important, c'est surtout les commentaires et les pouces, parce que plus il y aura de pouces, plus il y aura de commentaires, plus la vidéo pourra circuler. Donc n'hésitez pas vous-même à la faire circuler. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, que ce soit sur la page d'Immédiat consacrée à l'émission de Julien ou sous la vidéo en commentaire sous YouTube. Et puis si vous appréciez nos programmes au sens large du terme, là aussi une participation financière est très appréciée. Merci de votre soutien, merci de vos encouragements, de vos commentaires. On se retrouvera le mois prochain pour un nouvel espace thérapeute. Bonne fête de fin d'année à vous tous. Et bien d'ailleurs, Julien, là aussi, bonne fête de fin d'année à toi, plein de bonnes choses. Et puis certainement à l'année prochaine. Bonne fête à toi aussi et à tout le monde. Au revoir à tous.